mis à la porte par mon père le soir du Nouvel An, j'ai vu ma sœur jubiler. J'ai dit adieu. Mais à minuit une, elle m'appelle, paniquée. La police est là. Les papiers ont parlé pour moi. Le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, je suis entré dans la maison de mon enfance avec la neige encore accrochée à mon manteau, lorsque mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit à un groupe d'inconnus que je n'étais rien de plus qu'un soutien technique pour ma sœur. Il l'a dit de la manière dont on brosse une peluche sur une manche. Décontracté. Irréfléchi. Cruel. La pièce était chaude grâce au feu de cheminée, mais je me souviens d'avoir senti un filet d'air froid glisser le long de mes épaules, comme si la maison elle-même m'avait expiré et repoussé dehors. Quelqu'un a ri. Je ne sais même pas qui c'était. Peut-être l'un des investisseurs que ma sœur avait invités. Peut-être l'un des voisins qui préférait le champagne gratuit à la vérité. Ma sœur se tenait près de l'escalier du hall d'entrée dans sa robe à paillettes, souriant comme si elle avait attendu ce moment. Elle a levé son verre juste un peu, et j'ai regardé la lumière accrocher le bord. Il paraissait assez tranchant pour couper. Papa a parlé par-dessus moi avant que je puisse répondre à l'homme qui m'avait interrogé sur mon travail. Il lui a dit que j'aidais ma sœur dans ses projets. Aider. Comme si les années que j'avais passées à construire quelque chose à partir de rien n'avaient été qu'un passe-temps d'après l'école. Comme si mon nom n'avait jamais été sur les murs de mon petit appartement à Gif-sur-Yvette, où des post-it couvraient chaque porte de placard pendant que je poursuivais l'idée qui est finalement devenue mon entreprise. Je n'ai pas ressenti de colère au début. C'était plutôt comme une vieille échymose pressée par une main familière. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de faire une pause. J'aime toujours savoir ce que font les gens lorsqu'ils écoutent des histoires comme celle-ci, surtout celles qui commencent comme la mienne. Cela rend le monde un peu plus proche, un peu plus humain en quelque sorte. Si vous en avez envie, partagez-le plus tard dans les commentaires. Lorsque cette nuit s'est produite, je me tenais dans cette pièce, essayant de respirer à travers la piqûre d'être effacé devant des gens qui célébraient ma sœur comme si elle était la seule Lefebvre à avoir jamais accompli quoi que ce soit. Papa a continué à parler. Il aimait prendre le contrôle des conversations comme certaines personnes aiment prendre le contrôle des pièces. Il disait des choses comme « elle est douée avec les ordinateurs et elle aide sa sœur ». Chaque mot ébréchait l'espace autour de moi. Je sentais les murs se pencher. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. La moquette avalait le son de tout, sauf mon refus. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas défendu avec un discours. J'ai simplement dit, je ne mentirai pas sur mon travail. La phrase est restée en suspens. Personne dans cette pièce ne s'attendait à ce que je le contredise. Pendant un instant, tout s'est figé. Même la musique dans l'autre pièce semblait étouffée. Les yeux de papa se sont plissés. Il a posé son verre. Ma sœur a penché la tête comme si elle regardait une scène qu'elle avait voulu voir toute sa vie. L'homme qui m'avait posé la question a souri maladroitement et a regardé ses chaussures. Les gens se sont agités. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Puis papa s'est avancé vers moi avec cette rage contrôlée familière qu'il utilisait chaque fois que j'oubliais ma place. Il a dit, « Si tu ne peux pas respecter cette famille, tu peux partir. » Je n'ai rien dit. Le respect avait toujours signifié le silence dans cette maison. Le silence et le rétrécissement. Mais je ne me suis pas rétréci. La voix de papa a retenti dans la pièce plus fort que la musique. « Sors d'ici ou j'appelle la police. » Il a attrapé la porte et l'a ouverte en grand. Le froid s'est engouffré. Ma sœur a applaudi une fois, sèchement, comme si c'était le signal final d'une pièce qu'elle avait mise en scène. Je me souviens m'être penché pour ramasser mon manteau. Je me souviens du poids du tissu, de l'odeur de la neige sur la laine, de l'étrange stabilité dans mes jambes. J'ai regardé mon père et j'ai dit au revoir. Pas de colère. Pas de larmes. Juste au revoir. Un mot qui semblait plus lourd que le ciel nocturne dehors. Je suis sorti dans le froid et la porte s'est refermée derrière moi. Le cliquetis du verrou. Cela sonnait comme un petit morceau de métal, mais cela ressemblait à un verdict. Le ciel au-dessus de Versailles était illuminé par la lueur des premiers feux d'artifice tirés depuis Paris. J'ai descendu les marches glacées, mon souffle formant des nuages pâles dans l'air. Je ne savais pas ce qui allait se passer dans les prochaines minutes, mais je savais que quelque chose avait changé en moi. La partie de moi qui avait essayé d'appartenir à cette maison s'était dissoute dans le froid. J'ai atteint ma voiture,
je me suis assise à l'intérieur et j'ai posé mes doigts sur le volant. Je regardais les fenêtres de la maison où des silhouettes bougeaient comme si de rien n'était. J'ai failli partir. Presque. Puis j'ai senti mon téléphone vibrer. Il était minuit. Le nom de ma sœur s'est allumé sur l'écran. Je l'ai laissé sonner une fois. 2 fois. Puis j'ai répondu. Sa voix est sortie, fissurée et haletante. Élise, qu'est-ce que tu as fait? Papa est en pleine crise. Maman crie. Les gens partent. La police vient de s'arrêter devant la maison. Qu'est-ce que tu as fait? Je fixais le pare-brise où les flocons fondaient en fines lignes. J'ai senti un calme étrange s'installer dans ma poitrine. Pas de la satisfaction. Juste de la clarté. Le genre de clarté qui arrive quand on cesse enfin de prétendre être plus petite qu'on ne l'est. J'ai dit, je n'ai rien fait d'autre que dire la vérité. Elle a commencé à dire quelque chose, mais sa voix tremblait trop pour que les mots aient un sens. La seule chose que je pouvais comprendre était la peur. Pas la peur de moi. La peur de ce que fait la vérité quand elle se tient enfin sur ses propres pieds dans une maison construite sur le déni. Elle a demandé à nouveau, « Qu'est-ce que tu as fait ?» et j'ai dit, « Je parlerai quand je serai prête. » Puis j'ai raccroché. Je suis restée assise là, écoutant les sons étouffés des cris venant de l'intérieur de la maison, le crépitement lointain des feux d'artifice, les pas qui approchaient sur la glace. J'ai vu le reflet des lumières bleues et rouges glisser sur le capot de ma voiture. Je n'ai pas démarré le moteur. Je n'ai pas bougé. J'avais passé 31 ans à essayer de gagner une place dans cette famille. Ce soir, ils m'ont donné la liberté d'arrêter d'essayer. La neige continuait de tomber, douce et régulière, comme si elle avait tout le temps du monde. Et peut-être que pour la première fois de ma vie, moi aussi. J'ai pris une lente inspiration et j'ai expiré dans le silence de ma voiture. La nuit n'était pas finie. Elle ne faisait que changer de forme, devenant autre chose. Quelque chose que je n'avais pas prévu en montant sur ce perron. Quelque chose qui allait défaire chaque mensonge qu'ils avaient construit et chaque vérité que j'avais enterrée pour survivre. Dehors, les gyrophares sont devenus plus brillants. J'ai entendu une porte s'ouvrir. J'ai entendu quelqu'un appeler l'homme qui avait appelé les secours. J'ai entendu ma sœur crier qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Leurs voix se sont fondues dans la nuit jusqu'à n'être plus qu'un bruit. Je suis resté immobile. La vérité a un son quand elle arrive enfin. Elle ne rugit pas. Elle ne crie pas. Elle atterrit tranquillement, comme la neige, mais elle change tout ce qu'elle touche. Je ne savais pas ce que l'heure suivante apporterait. Je ne savais que ceci. J'en avais fini de m'excuser d'exister. J'en avais fini de me faire plus petite. Et quoi qu'il se passait derrière ces murs, c'était le début de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. La maison qui m'avait effacé était sur le point d'apprendre ce qui se passe lorsque la fille invisible cesse enfin de disparaître. J'ai levé les yeux vers la neige qui tombait et j'ai attendu le moment qui nous changerait tous. Les agents se dirigeaient déjà vers la porte d'entrée, et mon histoire ne faisait que commencer. Je me souviens être assise là, dans ma voiture, à regarder leur silhouette se déplacer sur le perron, quand une étrange lourdeur s'est installée dans ma poitrine. Pas de la peur. Pas de l'inquiétude. Quelque chose de plus ancien que cela. Un souvenir remontant d'un endroit que j'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de faire taire. Le genre de souvenir qui vous fait réaliser que des nuits comme celle-ci ne commencent jamais les soirs où elles se produisent. Elles commencent des années plus tôt, dans les plus petits moments. Des moments que vous pensez avoir oubliés jusqu'à ce qu'ils reviennent et s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle que vous ne saviez pas que vous construisiez. La vérité était que je savais que ce moment sur le perron était inévitable. Peut-être pas les gyrophares de la police ou les cris ou la neige fondant sur mon pare-brise, mais le sentiment d'être poussé hors d'une maison qui n'avait jamais été vraiment la mienne. Il avait grandi pendant des années, tissé dans le rythme de ma vie de famille bien avant que j'aie 31 ans, que je construise une entreprise ou que je dépose un brevet à mon nom. Quand j'étais enfant, la maison des Lefebvre avait son propre système météorologique, qui ne correspondait jamais aux saisons extérieures. En hiver, les pièces étaient chaudes mais semblaient froides. En été, la lumière du soleil paraissait filtrée, comme si les fenêtres ne laissaient entrer que les parties qui ne dérangeaient rien. Tout dans cette maison était organisé. Impressionnant quand il y avait des invités, calme et poli quand nous étions seuls. Ma famille aimait l'ordre. Elle aimait la prévisibilité.
Elle aimait l'illusion de la paix plus que la paix elle-même. J'ai appris très tôt que la paix signifiait le silence. Ma sœur n'a jamais eu à apprendre cette règle. Elle disait ce qu'elle pensait sans conséquence. Si elle disait quelque chose de piquant ou de négligent, c'était balayé d'un « elle est expressive » ou « elle a juste une forte personnalité ». Quand je disais quelque chose de similaire, même doucement, j'étais intense. Papa n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La déception sur son visage faisait le travail pour lui. J'avais l'habitude de regarder ma sœur prendre de la place avec aisance. Elle remplissait les pièces de sa voix, de son rire, de ses exigences. Je pensais qu'elle était née avec une autorisation secrète que je n'avais jamais reçue. Quelque chose d'invisible qui disait que le monde se plierait pour elle. J'ai passé des années à attendre que la mienne arrive. Au moment où je suis arrivé au lycée, j'avais déjà maîtrisé l'art de me faire toute petite. J'évitais de parler des cours où j'excellais parce que papa disait toujours que l'orgueil rendait les gens ridicules. Je me souviens d'être rentré une fois avec un ruban de première place d'un concours scientifique régional. Mon professeur m'avait encouragé à le ramener à la maison et à le partager avec ma famille. Je l'ai laissé dans mon sac à dos après que papa a dit que ce genre de choses n'a pas d'importance dans la vraie vie et que maman a dit « ta sœur vient d'avoir une journée stressante, laisse-lui l'attention ce soir ». Ce ruban est resté plié au fond de ce sac jusqu'à ce que je parte pour l'université. À l'université, je pensais que les choses changeraient. J'imaginais que la distance desserrait l'emprise que cette maison avait sur moi. J'ai choisi une université en Île-de-France parce que cela semblait assez loin pour respirer. Pendant un certain temps, cela a fonctionné. Je me sentais plus légère. Je me sentais visible d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Les professeurs encourageaient mes idées. Les camarades de classe me demandaient mon avis. J'ai appris à parler sans attendre que quelqu'un décide si ma voix était appropriée. Mais les rythmes de ma famille m'ont suivi, même quand j'essayais de les fuir. Papa a appelé une fois pendant ma 2e année. Il a demandé comment se passait l'université, mais pas d'une manière curieuse. Plutôt comme un audit. Je lui ai parlé d'un projet de recherche auquel on m'avait invité à participer. Il a fait d'homme et a dit « ta sœur pense à lancer une entreprise, peut-être que tu peux l'aider avec les aspects techniques. » C'était le même message que toujours. Tout ce que je faisais n'était réel que si cela la soutenait. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne l'ai jamais fait. Je pense à ça maintenant et je me demande combien de fois dans ma vie j'ai confondu la survie avec le respect. En 2019, l'année où j'ai commencé à travailler sur la toute première version de l'algorithme qui allait plus tard façonner toute ma vie, tout en moi voulait célébrer. Je venais de percer une petite mais essentielle partie du modèle de reconnaissance de forme. C'était comme découvrir une nouvelle porte dans une maison que l'on croyait connaître. J'ai appelé maman parce que, pour une raison quelconque, je croyais encore qu'elle pourrait être fière. Elle a écouté, a dit « ça a l'air super, mais ta sœur a un entretien demain et elle est nerveuse. Essaie de ne pas la submerger de trucs techniques quand tu rentreras à la maison. » Je me souviens être debout dans ma cuisine à Gif-sur-Yvette avec mon téléphone pressé contre mon oreille, fixant une pile de documents de recherche sur le comptoir. J'ai chuchoté et c'est bon, je te le dirai une autre fois et elle a dit merci, ma chérie. Elle partait d'une bonne intention. Elle partait toujours d'une bonne intention. Mais les bonnes intentions n'effacent pas une vie passée à se faire dire d'éteindre sa propre lumière. J'ai appris à ravaler mes mots. J'ai appris à présenter mes accomplissements comme s'ils étaient des inconvénients. J'ai appris à être petite dans une famille qui récompensait le bruit. Entre 2019 et 2021, alors que mon travail se développait et que ma confiance tentait tranquillement de suivre, le fossé entre qui j'étais à la maison et qui j'étais à l'extérieur s'est creusé. Au laboratoire, j'étais respecté. À la maison, j'étais toléré. Au laboratoire, mes idées comptaient. À la maison, elles étaient des distractions. Papa demandait rarement ce que je construisais. Maman disait que la science était merveilleuse mais qu'elle n'y comprenait rien. Ma sœur disait aux gens que je réparais ces appareils parce que c'était plus facile à expliquer. Pourtant, j'essayais encore. Je me présentais encore pour les anniversaires, les dîners et les fêtes. Je laissais encore ma sœur parler par-dessus moi. Je tressaillais encore quand papa soupirait de cette manière qu'il avait quand il voulait que la conversation passe à autre chose. Je m'excusais encore pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. Je me glissais encore dans la forme qu'il reconnaissait. Un soir, début 2021,
Je suis rentré pour un dîner de famille et quelqu'un a demandé sur quoi je travaillais. J'ai ouvert la bouche et papa m'a coupé en disant « Elle est occupée avec ses projets informatiques, mais laissez sa sœur vous parler du nouveau partenariat qu'elle explore. » Le moment n'a duré que quelques secondes mais il s'est logé dans ma mémoire comme un éclat de verre. La façon dont la table s'est tournée vers ma sœur. La façon dont elle a souri. La façon dont je me suis senti me replier sur moi-même à nouveau. J'ai commencé à comprendre que ma famille n'aimait pas la version de moi qui existait en dehors de cette maison. Ils aimaient la version silencieuse. L'obéissante. La serviable. Celle qui ne mettait personne mal à l'aise avec son ambition, ses réalisations ou sa vérité. Ils aimaient la version de moi qui n'existait plus. Le changement ne s'est pas produit d'un seul coup. Il s'est produit par petites prises de conscience éparpillées au fil de ces années. Le sentiment de rentrer à la maison et de savoir que la porte pourrait s'ouvrir mais que je serais toujours dehors. La façon dont les accomplissements de ma sœur étaient affichés dans des cadres le long du couloir tandis que les miens vivaient dans des tiroirs. La façon dont papa me présentait aux gens comme doué en informatique même après que j'ai reçu des financements de recherche dont la plupart des chercheurs de mon âge ne faisaient que rêver. À la fin de 2021, j'étais devenu fatigué, pas en colère. La colère aurait signifié croire que les choses pouvaient changer. La fatigue signifiait accepter ce qui était vrai. Ma famille valorisait l'ordre. Mon existence perturbait cet ordre. Ils voulaient l'harmonie avant l'honnêteté. J'avais appris à leur donner cela pendant des décennies. Mais quelque chose en moi savait que je ne pouvais pas continuer à le faire éternellement. C'est cette fracture silencieuse qui a mené à tout ce qui s'est passé ensuite. C'est ce qui a façonné la nuit où mon père a verrouillé la porte derrière moi. C'est ce qui a façonné le calme que j'ai ressenti assise dans ma voiture pendant que les gyrophares de la police balayaient l'allée. C'est ce qui a façonné la décision que j'ai prise bien avant le réveillon de la Saint-Sylvestre, bien avant les cris, bien avant que la vérité ne remonte enfin à la surface. Je pense que c'est ce que les gens comprennent mal à propos de moments comme celui que j'ai vécu ce soir. Ils imaginent le point de rupture comme une seule explosion. Une rupture soudaine. Mais la plupart des fractures commencent comme des fissures capillaires qui courent sous la surface d'une vie. Des lignes que vous ignorez parce que vous pensez qu'elles vont s'estomper. Des lignes que vous prétendez être des ombres. Des lignes qui s'approfondissent chaque fois que vous ravalez une vérité pour protéger le confort de quelqu'un d'autre. Au moment où la fracture devient visible pour tout le monde, elle grandit depuis des années. Assise dans ma voiture à regarder la neige tomber, j'ai réalisé que j'avais vécu avec cette fracture toute ma vie. Il avait simplement fallu 31 ans et une porte verrouillée pour que je la reconnaisse enfin. Les agents étaient sur le perron maintenant. J'ai entendu une voix saluer, étouffée par l'air hivernal. À l'intérieur de la maison, quelqu'un a crié quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. La voix de ma sœur montait et descendait comme si elle essayait de maîtriser une tempête qu'elle n'avait jamais vue venir. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que la fille que j'étais, celle qui essayait si fort d'être petite, n'aurait pas reconnu la femme assise dans cette voiture maintenant. Celle qui a refusé de mentir. Celle qui est partie. Celle qui avait enfin cessé de se faire toute petite. J'ai laissé échapper un lent souffle. Des flocons de neige dérivaient sur le pare-brise et fondaient dès qu'ils touchaient la vitre. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas demandé ce que ma famille voulait de moi. Je me suis demandé ce que je voulais pour moi-même. La nuit se déroulait encore. La vérité se déplaçait toujours dans la maison comme un vent froid. Mais la fracture s'était déjà ouverte. Il n'y avait pas de retour en arrière possible vers la version de moi qu'il préférait. J'ai regardé la lumière du perron vaciller et j'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à apprendre à être silencieuse dans une famille qui n'aimait que les parties silencieuses de moi. Ce chapitre de ma vie se terminait. Un autre commençait, que nous soyons prêts ou non. Je suis resté immobile et j'ai laissé le silence s'installer. La suite de la nuit approchait et je savais qu'elle n'attendrait pas que je rassemble mes pensées. La neige continuait de dériver sur le pare-brise alors que j'étais assise là, laissant le silence s'installer, et la suite de la nuit attendait juste au-delà du bord de mon souffle. Mais mon esprit, têtu comme toujours, me tirait en arrière plutôt qu'en avant, vers l'endroit où tout cela a vraiment commencé. Pas dans un salon le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre. Pas avec les gyrophares de la police, les cris ou le froid. Cela a commencé dans un laboratoire exigu à Gif-sur-Yvette où le bourdonnement des vieux radiateurs et le scintillement des ampoules au plafond ressemblaient plus à un foyer que la maison Lefebvre ne l'avait jamais été.
L'Institut Charcot se trouvait dans une rue étroite bordée de bâtiments en briques et de lampadaires qui bourdonnaient doucement chaque fois qu'il pleuvait. Le laboratoire était coincé au 3e étage, un espace qui sentait toujours légèrement le café, l'encre d'imprimante et la nourriture expérimentale que quelqu'un réchauffait au micro-ondes à 2 heures du matin. Nous travaillions à des heures étranges. Nous travaillions de longues heures. La plupart des nuits, le froid de janvier s'infiltrait si vivement par les fenêtres que nous gardions des pulls de rechange drapés sur le dos de nos chaises. Personne ne se plaignait. Ce laboratoire nous appartenait, même lorsque le toit fuyait, que le chauffage tombait en panne ou que le vieil ascenseur se bloquait entre les étages. En 2019, j'avais 26 ans et je venais d'être accepté dans un partenariat de recherche axé sur la modélisation diagnostique précoce. Cela semblait plus compliqué que ça ne l'était. Essentiellement, nous essayions d'apprendre aux ordinateurs à lire les premiers signes de maladie de la même manière qu'un clinicien expérimenté peut repérer quelque chose de subtil. Pas de magie. Pas de miracle. Juste des schémas cachés dans des endroits que la plupart des yeux ne peuvent pas voir. J'aimais ce travail parce qu'il était patient. Il récompensait la persévérance plus que le génie. On pouvait regarder un problème pendant des semaines, convaincu qu'il vous détestait, puis une nuit, quelque chose changeait et la réponse se révélait enfin. J'ai fait beaucoup d'erreurs au cours de ces premiers mois. Une fois, j'ai mal étiqueté un dossier de données et j'ai effacé 2 semaines de pré-traitement. J'ai fait tomber mon ordinateur portable et j'ai brisé le coin de l'écran. J'ai renversé une tasse de café froid si complètement sur mon bureau que la tache a vécu sous le clavier pour le reste de l'année. Mais le travail continuait de m'appeler. Même quand je me sentais dépassé. Même quand je me sentais sous-qualifié. Même quand ma famille me demandait quand j'allais trouver un vrai travail. Mon mentor, la docteure Hélène Martinez, avait une voix qui pouvait percer la pièce la plus bruyante sans jamais paraître dure. Elle portait toujours ses cheveux relevés, buvait toujours du thé dans une tasse en céramique ébréchée et croyait toujours que la bonne recherche venait de la curiosité plutôt que de l'ego. Un soir, alors que je luttais avec un problème de modélisation particulièrement tenace, elle a tiré une chaise à côté de moi et a dit « La seule véritable percée en science, c'est d'apprendre à continuer quand le travail vous met dans l'embarras. » Je me souviens avoir écrit cela sur un post-it et l'avoir collé sur mon moniteur. Il est toujours là dans mon appartement, délavé sur les bords. Début 2020, nous avions la première structure brute de l'algorithme qui deviendrait finalement trame neurale, bien que ce nom soit venu bien plus tard. À l'époque, c'était juste modèle V14 ou test de modèle de base révisé 6. Pas glamour. Pas impressionnant. Mais cela fonctionnait juste assez pour nous faire poursuivre la version suivante. Nous lancions des simulations à des heures indues, ajustant les paramètres, testant des ensembles d'images, célébrant de minuscules victoires comme si c'était des révélations. J'ai adoré cette période de ma vie. J'adorais rentrer du laboratoire au petit matin avec les cheveux sentant l'huile de machine et les mains collantes à cause de trop de barres énergétiques. J'adorais la lueur des lumières de Porsche à Gif-sur-Yvette alors que le monde commençait à se réveiller. J'adorais la fierté tranquille de savoir que je construisais quelque chose, même si personne dans ma famille ne posait jamais de questions à ce sujet. Ma sœur appelait occasionnellement pendant ces années, généralement quand elle avait besoin d'aide pour réparer quelque chose. Elle ne demandait jamais sur quoi je travaillais. Elle ne demandait jamais comment j'allais. Elle avait toujours l'air occupée, comme si chaque conversation était une faveur qu'elle m'accordait en décrochant. J'ai essayé une fois de lui parler de la précision de détection précoce que nous avions atteinte cette semaine-là. Elle a dit « Ça a l'air bien, mais peux-tu m'aider avec une proposition pour un investisseur potentiel ?» Puis elle a parlé pendant les 15 minutes suivantes de ses projets de voyage. Je ne pense pas qu'elle voulait être méprisante. Elle a juste grandi en croyant que son monde comptait plus. Au printemps 2020, j'ai déposé la première demande de brevet provisoire. J'y avais été encouragé par la docteure Martinez et 2 collègues qui croyaient que ma structure spécifique de segmentation de motifs était suffisamment unique pour être protégée. Le dépôt était terrifiant. Je n'avais jamais mis mon nom sur quelque chose d'officiel auparavant. Je n'arrêtais pas de vérifier l'horodatage de l'email de confirmation comme s'il pouvait disparaître si je clignais des yeux trop forts. J'ai tout sauvegardé. Chaque brouillon. Chaque note. Chaque email. Non pas parce que je m'attendais à ce que quelqu'un me conteste un jour, mais parce que j'étais fier. C'était nouveau. La fierté était une émotion étrangère dans ma bouche, mais je m'y suis accroché quand même. À la maison, cependant,
rien de tout cela n'avait d'importance. Les quelques fois où je suis venu pendant ces années, papa me présentait toujours comme doué en informatique. Maman disait toujours qu'elle aurait souhaité que je choisisse quelque chose de plus facile à expliquer. Ma sœur remplissait toujours l'espace avec ses ambitions et son charme pendant que je restais silencieuse pour que la soirée reste paisible. J'avais appris que le coût de la parole était souvent plus élevé que la valeur d'être entendu. Fin 2020, une petite opportunité s'est présentée par le biais d'un groupe de santé à but non lucratif qui voulait explorer des outils de dépistage précoce. La docteure Martinez m'a demandé de prendre la tête de la présentation. J'étais nerveuse. J'étais excitée. J'ai répété pendant des jours. Quand j'en ai parlé à ma famille lors du repas de la Toussaint, ma sœur a changé de sujet pour parler d'un nouveau programme pilote de luxe qu'elle poursuivait. Papa a hoché la tête poliment, puis a demandé si je pouvais regarder son ordinateur portable parce qu'il était lent. Maman a dit qu'elle espérait que je ne me stresserais pas trop au travail parce que le stress rendait les choses difficiles. Je me souviens d'être retourné en Île-de-France cette nuit-là avec un goût d'amère déception dans la gorge. J'ai baissé la vitre sur l'autoroute juste pour sentir l'air froid frapper mon visage et me rappeler que j'étais toujours réel. L'année 2021 a été celle où tout s'est accéléré. Trame neurale, comme nous l'avons baptisé plus tard, a commencé à montrer des taux de cohérence prometteurs. Nous avons obtenu une prolongation de recherche. J'ai été invité à présenter lors d'une conférence régionale. Ma sœur a appelé la même semaine pour dire qu'elle envisageait une nouvelle gamme de produits et avait besoin d'aide pour rédiger la description technique. J'ai proposé de la guider. Elle a demandé si je pouvais simplement le faire à sa place. Elle a dit que cela ne me prendrait que quelques minutes. Cela m'a pris 3 heures et je n'ai jamais eu de merci. En avril de cette année-là, ma famille m'a demandé si je pouvais donner des conseils sur un concept pour une éventuelle expansion technologique médicale qu'ils discutaient pour le groupe Lefebvre. Ils l'ont présenté de manière décontractée, presque comme une faveur familiale. J'ai dit oui. Je n'aurais pas dû. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Je pensais que peut-être cette fois-ci, ce serait différent. Peut-être qu'ils verraient enfin le travail que j'avais accompli. Peut-être que le partager nous rapprocherait. Ce ne fut pas le cas. La première réunion à laquelle j'ai assisté avec eux a eu lieu dans une salle de conférence avec des baies vitrées donnant sur la rivière. Ma sœur a fait la plupart du discours, présentant des diapositives que je l'avais aidé à organiser. Quand les questions sont devenues techniques, elle m'a fait un geste et a dit « Ma sœur aide avec les aspects informatiques ». J'ai senti le vieux rétrécissement familier dans ma poitrine. J'ai répondu aux questions quand même, mais je l'ai fait doucement, en faisant attention de ne pas la faire paraître non préparée. Attention de ne pas irriter papa. Attention de ne pas paraître trop fier. Après la réunion, papa a dit « Bon travail » du même ton qu'il utilisait quand je mettais la table correctement enfant. Puis il a applaudi ma sœur pour avoir mené toute la conversation. Elle a accepté les éloges facilement. Elle le faisait toujours. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai rouvert mes dossiers de brevet. J'ai lu chaque horodatage 2 fois. Je me suis rappelé que quoi qu'il se soit passé dans cette salle de conférence, mon travail m'appartenait. Pas à eux. Pas à l'entreprise. Pas à ma sœur. À moi. L'été, j'ai reçu un appel de notre coordinateur de recherche confirmant la prochaine étape de développement de l'algorithme. Cela signifiait de longues heures. Cela signifiait des enjeux élevés. Cela signifiait un réel progrès. J'étais aux anges. Je voulais partager la nouvelle. Mais quand j'ai envoyé un message à ma sœur, elle a dit qu'elle était occupée à préparer une grande présentation. Papa n'a pas répondu. Maman a envoyé un emoji cœur et a demandé si je pouvais bientôt rentrer à la maison parce que ma sœur se sentait dépassée et avait besoin de soutien. Je n'ai pas répondu à ce message pendant 2 jours. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que soutenir ma famille était devenu une voie à sens unique. Tout ce que je donnais disparaissait dans le paysage de leurs attentes. Aucune reconnaissance. Aucune réciprocité. Juste plus de demandes. À la fin de 2021, j'avais pris une décision tranquille. J'aiderais toujours l'entreprise familiale quand ils le demanderaient, mais je ne leur donnerais pas le cœur de mon travail. Je ne leur céderais pas la propriété intellectuelle que j'avais passé des années à construire. Je ne me rétrécirais pas assez pour entrer dans la version de moi qu'ils préféraient. Je me suis dit que des limites pouvaient exister sans conflit.
Je me suis dit que ma famille les respecterait. Je me suis dit qu'ils n'essaieraient jamais de me prendre quelque chose qui ne leur appartenait pas. Je me suis trompé sur ce point. Mais à l'époque, j'y croyais encore. À l'époque, j'espérais encore. À l'époque, la fracture était là, mais elle ne s'était pas encore ouverte. Dans la lueur déclinante des lampadaires à l'extérieur de mon appartement à Gif-sur-Yvette, j'étais assise à mon bureau en ces derniers jours de 2021 avec un dossier plein de travaux documentés, de mésos datés, de brevets provisoires déposés à mon nom. Et une certitude tranquille que j'avais construit quelque chose de réel. Quelque chose de significatif. Quelque chose de plus grand qu'aucun d'eux ne le savait. Je n'avais alors aucune idée à quel point ils essaieraient de le prendre. Je n'avais aucune idée jusqu'où ma sœur irait. Je n'avais aucune idée à quel point les années à venir seraient façonnées par le fait que le travail qu'ils n'avaient jamais voulu voir deviendrait la chose même sans laquelle ils ne pourraient pas vivre. L'année 2023 est arrivée tranquillement pour moi. Je l'ai commencé comme je commençais la plupart des années, assise à ma petite table de cuisine à Gif-sur-Yvette avec une tasse de café noir et un carnet plein d'objectifs que j'écrivais plus pour la structure que pour la certitude. Le laboratoire entrait dans une nouvelle phase de test. Mon emploi du temps était chargé. Ma sœur n'appelait presque plus, sauf quand elle avait besoin de quelque chose de technique. Mon père laissait de courts messages me demandant si je pouvais l'aider à se préparer pour des réunions d'investisseurs. Maman envoyait des rappels que les dîners de famille étaient toujours le dimanche et que cela signifierait beaucoup si je venais. Je le faisais rarement. Début février, ma sœur m'a demandé de la rejoindre pour une réunion dans un espace de bureau du centre de Paris qu'il louait temporairement. Elle a dit que c'était informel et qu'elle avait juste besoin de quelques éclaircissements rapides sur quelques diapositives conceptuelles. Je l'ai cru. Je la croyais toujours au début. J'ai pris mon ordinateur portable, imprimé quelques diagrammes que je pensais pouvoir aider, et j'ai pris le train du soir pour la ville. Quand je suis entré dans la salle de conférence, l'air semblait trop calme, comme si tout le monde m'attendait. Il y avait 3 hommes en costume que je n'avais jamais vus auparavant, le genre qui porte des montres chères et qui semble partager son temps entre les salles de conseil et les terrains de golf. Ma sœur s'est illuminée en me voyant, mais pas avec la chaleur de quelqu'un qui accueille un membre de sa famille. C'était le sourire crispé et calculé de quelqu'un qui dévoile la dernière pièce du puzzle dans une présentation. Elle s'est approchée de moi, a posé une main légère sur mon bras et a dit « Voici mon assistante technique, elle m'aide à affiner le cadre de développement. » Les mots ont glissé dans l'air comme une fine lame. Assistante technique. Pas une collaboratrice. Pas une chercheuse. Assistante. L'un des hommes m'a salué poliment pendant que ma sœur parcourait des diapositives qu'elle avait clairement répétées. Je me suis tenu derrière sa chaise et j'ai regardé pendant qu'elle expliquait les précisions de détection précoce, l'interprétation des motifs et les projections de diagnostic que j'avais passé des années à affiner dans ce laboratoire exigu de Gif-sur-Yvette. Elle parlait avec confiance, même si je savais qu'elle ne comprenait que la surface de ce qu'elle décrivait. Quand les questions sont devenues complexes, elle a levé les yeux vers moi et a dit « Elle peut approfondir si vous le souhaitez. » Ils ont demandé. J'ai répondu. Elle en a pris le crédit. Quand la réunion s'est terminée, ma sœur a enroulé son manteau autour de ses épaules et a dit « Tu as été super, merci. » Je voulais la corriger. Je voulais lui demander pourquoi elle m'avait présenté de cette façon. Je voulais savoir quand elle avait commencé à dire aux gens que l'algorithme était le sien. Mais maman m'avait toujours appris à attendre d'être à la maison avant d'aborder les choses inconfortables et mon père m'avait toujours appris que corriger quelqu'un devant des invités était impoli. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Une semaine plus tard, ma sœur a appelé et m'a demandé de la rencontrer, elle et mon père, au bureau du centre-ville du groupe Lefebvre. Elle a dit que c'était important. J'ai failli ne pas y aller. Je n'aurais pas dû y aller. Mais je voulais encore croire que ma famille ferait ce qu'il fallait si seulement ils comprenaient combien de travail j'avais mis dans ce projet. Alors j'ai repris le train, répétant ce que je dirais, me disant que c'était simplement un malentendu. Mon père était déjà assis quand je suis entré. Il aimait toujours donner l'impression qu'il attendait depuis longtemps, même s'il était arrivé quelques minutes plus tôt. Ma sœur était assise à côté de lui, les bras croisés et l'expression sérieuse. « Il y a quelque chose que nous avons besoin de toi, » a dit ma sœur. Elle a fait glisser une pile de documents sur la table. J'ai reconnu le format immédiatement. Un accord de non-divulgation. Épais. Dense.
Rédigé par quelqu'un qui avait mémorisé le jargon d'entreprise comme je mémorisais des algorithmes. Elle a dit que nous étions une famille et qu'il serait irresponsable d'avancer sans tout mettre par écrit. Il a hoché la tête en signe d'approbation. Son silence était une forme de pression à part entière. La pièce semblait se resserrer à chaque seconde qui passait. J'ai pris le document et j'ai parcouru les premières pages. C'était large. Trop large. Il y avait des clauses qui impliquaient la propriété de toutes les idées qui se chevauchaient. Il y avait des lignes qui limitaient la façon dont je pouvais parler de mon propre travail. Cela ne semblait pas protecteur. Cela semblait possessif. J'ai levé les yeux et j'ai demandé pourquoi c'était nécessaire. Ma sœur a poussé un petit soupir, comme si elle était fatiguée d'expliquer. Parce que les investisseurs veulent l'assurance que tu ne vas pas prendre le travail et filer. Tu sais comment ça se passe dans la tech. Les gens deviennent avides. Avides. Le mot a frappé plus fort que je ne l'attendais. Je ne leur avais jamais rien demandé. J'étais restée silencieuse toute ma vie pour qu'ils aient la paix. Et maintenant, la supposition était que je les trahirais. À ce moment précis, maman est entrée. Elle visitait rarement le bureau, mais elle apparaissait au moment parfait pour appliquer une douce pression. Elle a posé une main sur l'épaule de ma sœur et m'a souri doucement. Ma chérie, a-t-elle dit, c'est la routine. Les familles se protègent mutuellement. C'est comme ça que nous gardons les choses en sécurité. En sécurité pour qui, me suis-je demandé. Maman s'est approchée et a baissé la voix. Ta sœur porte beaucoup de choses sur ses épaules. Cela signifierait beaucoup si tu rendais cela facile. C'était là. La demande sous la demande. Fais-toi petite à nouveau. Ne cause pas de problème. Sois celle qui apporte la paix. Signe les papiers et laisse tout le monde respirer. J'ai senti le vieux rétrécissement dans ma poitrine, cet effondrement familier. J'entendais la voix qui a gouverné mon enfance murmurer « Signe et préserve la paix ». Ce ne sont que des papiers. Alors j'ai signé. J'ai signé parce que je faisais confiance aux personnes dans cette pièce. J'ai signé parce que je ne voulais pas être la source du conflit. J'ai signé parce que je croyais qu'ils ne l'utiliseraient jamais contre moi. J'avais tort. Un mois plus tard, j'ai été invité à une autre réunion. Cette fois, elle était plus grande, un mélange de chefs de département internes et de partenaires externes. Ma sœur se tenait à l'avant de la pièce avec une télécommande à la main. Elle portait un tailleur blanc qui la faisait ressembler à la pièce maîtresse de toute l'opération. J'étais assise au dernier rang, silencieuse comme toujours. Elle a commencé la présentation en décrivant une percée dans la modélisation de la détection précoce. Ma percée. Elle a montré des diagrammes que j'ai reconnus immédiatement, des mises en page que j'avais créées, des schémas de couleurs que j'avais passé de longues nuits à peaufiner. Elle a livré la présentation avec fluidité. Avec confiance. Elle leur a dit que le modèle avait été conceptualisé en interne par le groupe Lefebvre sous sa direction. Pas un seul mot sur le laboratoire. Pas un seul mot sur mon équipe. Pas un seul mot sur moi. J'ai senti ma respiration se raréfier. J'ai attendu qu'elle mentionne ma participation. Elle ne l'a pas fait. J'ai attendu qu'elle reconnaisse mes contributions. Elle ne l'a pas fait. Elle n'a fait qu'une pause, pour ajuster une diapositive, la diapositive même qui contenait la structure en miroir que j'avais découverte à l'hiver 2019. La voir sous son nom, c'était comme être effacé au ralenti. Les applaudissements à la fin de sa présentation semblaient lointains. Les gens l'ont félicité. Quelqu'un a dit « Cela pourrait tout changer ». Mon père l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il était fier. Maman a essuyé une larme et a dit qu'elle avait toujours su que sa fille était destinée à quelque chose d'extraordinaire. Personne ne m'a regardé. Après cette réunion, je suis sorti du bâtiment et je me suis assise sur un banc près de la rue. Les voitures passaient. Les gens parlaient. La ville bougeait autour de moi comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé. Quelque chose de silencieux et de dévastateur. C'est à ce moment-là qu'aider ma famille a cessé de ressembler à un devoir et a commencé à ressembler à un effacement. Au moment où le bus est arrivé, je m'étais déjà fait une promesse silencieuse. Je documenterai tout. Je sauvegarderai chaque fichier. J'imprimerai chaque email. J'horodaterai chaque décision. Je tiendrai un journal détaillé de chaque cas où mon travail apparaîtrait sous le nom de quelqu'un d'autre.
Pas pour les utiliser contre eux. Pas parce que je voulais me venger. Mais parce que je savais maintenant, avec une clarté qui me glaçait, que ma famille ne me voyait pas comme une collaboratrice. Ils me voyaient comme un accessoire. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai regardé ma sœur présenter mes idées à d'autres groupes. J'ai regardé mon père rayonner de fierté. J'ai regardé maman l'encourager. J'ai regardé les décideurs hocher la tête avec approbation pendant qu'elle parlait. Et j'étais assise là, me rétrécissant dans une pièce qui devenait plus petite chaque fois qu'elle s'attribuait plus de crédit qu'elle ne le méritait. Un après-midi au début de l'été, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un dossier intitulé Épreuve. À l'intérieur, j'ai stocké mes diagrammes originaux, mes brouillons, des extraits de code horodatés, des emails de la docteure Martinez, des confirmations de brevets provisoires et des notes détaillées de chaque réunion. C'était la première limite que j'avais jamais fixée. Silencieuse. Invisible. Mais la mienne. Ce dossier est devenu mon encre. Chaque fois que ma sœur me présentait comme son assistante, chaque fois que mon père ignorait ma voix, chaque fois que maman apaisait les tensions en posant une main sur mon bras et en chuchotant « laisse tomber, ma chérie », j'ajoutais un autre fichier au dossier. Et la fracture qui avait vécu sous la surface pendant des années continuait de s'étendre, lente et régulière, attendant le jour où elle remonterait enfin à la surface. Je ne savais pas encore que la surface serait le perron de la maison de mon enfance, sous les lumières du Nouvel An, avec des policiers s'approchant de mon père et ma sœur m'appelant, désespérés d'obtenir une réponse qu'elle craignait déjà. Mais le chemin vers cette nuit a commencé ici, dans ces actes silencieux d'effacement. Le dossier de preuves continuait de grossir, et au moment où l'automne est arrivé, je le portais avec moi comme une deuxième colonne vertébrale. Fine mais incassable. Le repas de la Toussaint s'est approché de la manière dont les fêtes le font toujours quand on les redoute, lentement au début, puis soudainement à votre porte, que vous soyez prêt ou non. Je me suis dit que je n'irais pas cette année-là. Je me suis dit que je ne devais pas ma présence à des gens qui faisaient semblant de ne pas me voir. Mais les vieilles habitudes, surtout celles du Jean Lefebvre, avaient une façon de me ramener. Le repas de la Toussaint dans notre famille était toujours un événement orchestré. Mon père aimait que la table soit mise avec la même porcelaine que grand-mère utilisait. Maman s'affairait avec les centres de table. Ma sœur flottait de pièce en pièce, saluant les invités comme si l'air qu'ils respiraient lui appartenait. La maison sentait la dinde rôtie et le glaçage aux agrumes. Les rires résonnaient des coins où les gens se tenaient avec des verres en cristal. Le tout ressemblait à une page de magazine. Parfait, brillant, organisé. Je suis entré en portant un dessert que j'avais fait moi-même, quelque chose de simple, un cake à la citrouille parce que c'était la seule recette que je connaissais par cœur. Ma sœur y a jeté un coup d'œil et a dit mignon avant de se retourner vers sa conversation. Maman m'a embrassé sur la joue, mais ses yeux parcouraient la pièce comme pour s'assurer que je n'avais pas apporté de tension avec moi. Il a demandé comment allait le projet, mais d'un ton qui suggérait qu'il avait déjà besoin que la conversation se termine. J'ai dit que ça progressait. Il a hoché la tête une fois puis s'est éloigné avant que je puisse en dire plus. Les gens sont arrivés par vagues. Ma sœur s'est positionnée près de la cheminée où l'éclairage était flatteur et où le photographe que maman engageait chaque année pouvait la prendre sous le bon angle. Quand est venu le temps des présentations, il s'est tenu à côté d'elle et a dit « Voici notre fierté et notre joie, qui mène notre prochain chapitre au groupe Lefebvre. » Elle est extraordinaire. La salle a applaudi poliment. Elle a rougi modestement, même si elle savait que ce moment allait arriver. Quand ce fut mon tour, maman a posé une main douce sur mon dos et m'a poussé en avant en disant « Voici Élise, elle cherche encore sa voix. » Elle l'a dit gentiment, comme si la douceur rendait les mots moins dévalorisants. Cherche encore sa voix. J'avais 31 ans. J'avais un brevet. J'avais un modèle fonctionnel en cours d'évaluation par des comités de recherche. Mais dans cette pièce, rien de tout cela n'existait. Ma sœur a ajouté, elle est brillante en informatique. Elle m'aide parfois. Les invités m'ont souri avec le genre d'indifférence agréable que les gens accordent à quelqu'un qu'ils supposent sans importance pour l'histoire principale. Je me suis senti me rétrécir à nouveau, comme je le faisais toujours dans cette maison. Pas parce que quelqu'un m'y forçait. Juste parce que c'était le rôle qui m'avait été assigné bien avant que je comprenne que je pouvais le refuser. Les conversations du dîner tourbillonnaient autour de moi. Des contrats en discussion. Des vacances planifiées. Des réalisations louées. Quand les gens demandaient à ma sœur comment s'était passée son année,
Elle rayonnait et leur racontait des choses qu'elle avait faites, des choses qu'elle n'avait pas faites, et des choses que j'avais faites mais qu'elle s'était attribuées. Quand les gens lui demandaient comment elle en savait tant sur l'algorithme qu'elle avait présenté aux investisseurs, elle disait « Je comprends les choses naturellement. C'est comme un don. Personne ne m'a rien demandé. Pas même maman. » Chaque fois que j'essayais d'entrer dans une conversation, quelqu'un parlait plus fort que moi ou changeait de sujet d'une manière qui me mettait de côté. Je me sentais invisible dans une pièce pleine de gens qui prétendaient me connaître. Vers la fin du dîner, alors que les assiettes à dessert étaient débarrassées, maman s'est penchée près de moi et a chuchoté « Ma chérie, essaie de ne pas être si intense ce soir. Tu mets les gens mal à l'aise quand tu te concentres trop sur ton travail. Détends-toi. Laisse les choses couler. » J'ai regardé les bougies vacillantes sur la table. La cire fondue qui coulait sur les côtés semblait plus stable que moi. Je me suis excusé et je suis sorti par la porte arrière dans le froid. La cour était silencieuse, à l'exception du bruissement des feuilles dans le vent. Je suis resté là, mon souffle s'élevant en petits nuages blancs, et j'ai ressenti la douleur familière qui accompagne le fait d'être effacé à la vue de tous. À l'intérieur, les rires fusaient du salon. La voix de ma sœur flottait au-dessus des autres. Le doux murmure d'approbation de maman enveloppait ces mots. Mon père trinquait avec quelqu'un. La chaleur qu'il partageait ne semblait jamais m'atteindre. Je suis allé à ma voiture et je me suis assise, les mains agrippées au volant. Quelque chose en moi a finalement cédé, pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, mais nettement. Une petite rupture silencieuse qui m'a dit que je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'ombre d'une famille qui avait besoin que je sois moindre pour qu'ils puissent briller davantage. Je suis parti avant même que le dessert ne soit servi. 2 jours plus tard, après avoir rejoué chaque moment de cette nuit dans ma tête, j'ai appelé un numéro qu'un collègue du laboratoire m'avait donné des mois plus tôt. Un avocat nommé Maître Daniel Leroy, spécialisé en droit de propriété intellectuelle. J'ai hésité avant de composer le numéro. Je n'avais jamais parlé à un avocat de ma vie. Le faire ressemblait à une trahison, même si c'était moi qui avais été trahi. Daniel m'a rencontré dans son bureau du quartier latin. C'était un espace modeste avec des étagères empilées jusqu'au plafond et une fenêtre qui donnait sur une ruelle étroite. Il m'a accueilli avec un sourire calme et m'a demandé ce qui m'amenait. Je lui ai tout raconté. Pas de manière soignée et répétée. Les mots sont sortis emmêlés, émotionnels, lourds. Je lui ai parlé des réunions, des présentations, de l'accord de non-divulgation que ma famille m'avait forcé à signer, de la façon dont ma sœur était entrée dans des pièces en tenant mon travail comme si c'était le sien. Il a écouté attentivement. Il n'a pas interrompu. Il a pris des notes. Quand j'ai fini, je me sentais vidé, comme si j'avais déversé des années de silence en 1 heure. Il a demandé si j'avais encore les documents du brevet. J'ai hoché la tête. Il a demandé si j'avais des archives, des brouillons, des horodatages, des emails. J'ai de nouveau hoché la tête. Il s'est adossé à sa chaise et a dit quelque chose qui a desserré ma poitrine pour la première fois depuis des mois. Votre accord de non-divulgation ne prévaut pas sur votre propriété intellectuelle. Il protège les discussions de l'entreprise, pas le travail que vous avez créé indépendamment. Ils ne peuvent pas prendre ce qui est à vous à moins que vous ne le leur donniez volontairement. J'ai cligné des yeux, essayant d'absorber le sens de ces mots. Daniel a poursuivi. Les familles confondent souvent l'accès avec la propriété. Ce que vous avez partagé verbalement n'efface pas votre statut d'auteur. Les dépôts de brevets sont concrets. Vos horodatages sont concrets. Le travail est légalement le vôtre. C'était la première fois que quelqu'un en dehors de mon cercle de recherche reconnaissait mon travail comme quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Pas quelque chose à atténuer, à minimiser ou à céder pour l'avancement de quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé ce que je devais faire ensuite. Il a dit, pour l'instant, rien de drastique. Conservez les archives. Gardez tout organisé. Ne signez rien d'autre sous la pression. Et surtout, comprenez votre avantage. Votre travail a de la valeur, que votre famille le reconnaisse ou non. Ces mots sont restés avec moi longtemps après que j'ai quitté son bureau. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le trottoir. Des gens passaient, portant des sacs de courses et des enfants emmitouflés, leur vie se déroulant sans le poids que je portais. Pourtant, j'ai senti quelque chose changer en moi, une petite mais indéniable étincelle d'autonomie.
Je suis retourné à Gif-sur-Yvette avec la fenêtre entr'ouverte malgré le froid. J'avais besoin de l'air. J'avais besoin du rappel que le monde en dehors de ma famille était plus grand que les pièces dans lesquelles j'avais passé des années à essayer d'appartenir. Cette nuit-là, j'ai ouvert le dossier épreuve sur mon ordinateur portable, j'ai ajouté mes notes de la réunion avec Daniel et j'ai réorganisé chaque document par date. L'acte m'a semblé en cran, presque comme si je récupérais des parties de moi-même que j'avais données morceau par morceau. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de croire que l'avenir n'avait pas à ressembler au passé. Que je n'avais plus à me faire toute petite. Que la vérité, une fois dite, avait une façon de remodeler tout ce qui l'entourait. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assise, laissant le calme remplir mon petit appartement. Le repas de la Toussaint m'avait laissé une douleur, mais il m'avait aussi laissé de la clarté. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme la fille sans nom dans ma propre famille. Le chemin à parcourir était encore sombre, incertain, plein de choses que je ne pouvais pas encore voir. Mais je savais une chose. J'en avais fini de m'effacer pour que d'autres puissent prendre la tête. Et la prochaine étape de ce voyage m'attendait déjà, juste au-delà du bord de cette froide nuit de novembre. Papa avait à peine fini de parler de ce ton sec et déçu qui était le sien que la ligne est devenue silencieuse, et je suis resté là à regarder mon téléphone, sentant cette lourdeur familière remonter dans ma poitrine. Mais elle ne m'a pas écrasé comme avant. Pas cette fois. Quelque chose en moi avait déjà changé. J'avais entendu trop de versions de cette même phrase dans ma vie. Tu pourras revenir quand tu t'excuseras. Quand tu te comporteras bien. Quand tu arrêteras de rendre les choses difficiles. Quand tu arrêteras d'être toi. J'ai posé le téléphone face contre mon bureau et j'ai expiré lentement. J'en avais fini de m'excuser d'exister. Le soleil d'été se déversait par les fenêtres de mon appartement à Gif-sur-Yvette, chaud et lumineux, mais il semblait étrangement déconnecté de tout ce qui était en moi. J'avais à peine dormi la nuit précédente. Non pas par peur, mais parce que la clarté a une façon de secouer une personne et de la réveiller. En milieu d'après-midi, ma sœur a appelé et m'a demandé si je pouvais passer à son bureau du groupe Lefebvre à Versailles. Elle a dit qu'il y avait quelque chose d'urgent dont nous devions discuter. Je connaissais le ton. Je connaissais l'urgence. Je savais aussi que cela n'aurait rien à voir avec moi et tout à voir avec ce dont elle avait besoin de moi. J'ai fait le trajet jusqu'à Versailles le lendemain matin. Les routes étaient bondées de voyageurs du week-end, mais j'ai à peine remarqué le trafic. Mon esprit rejouait la voix de Daniel me disant de tenir bon, de tout documenter, d'arrêter de céder mon travail parce que ma famille le présentait comme une responsabilité. Je me souvenais de la façon dont maman s'était penchée pendant le repas de la Toussaint, me disant de ne pas mettre les gens mal à l'aise. De la façon dont papa me présentait aux invités comme quelqu'un qui cherchait encore sa voie. De la façon dont ma sœur disait les mignons en regardant quelque chose que j'avais fait. Tout cela a alimenté la décision que j'avais prise bien avant même de franchir les portes de cet immeuble de bureau. Le groupe Lefebvre se trouvait sur une colline surplombant le port. Panneaux de verre, pierres blanches, allées bien entretenues. Il était conçu pour impressionner les gens qui se souciaient d'appartenir au bon monde. Je suis entré et j'ai suivi les couloirs jusqu'à la suite exécutive. L'assistante de ma sœur m'a accueilli avec un sourire trop vif et m'a fait entrer dans une salle de conférence. Ma sœur était déjà assise à la tête de la table, feuilletant un classeur rempli de graphiques. Elle a levé les yeux et m'a fait un sourire crispé. « Tu es venu. » Son ton donnait l'impression qu'elle était surprise que je réponde encore quand on me convoquait. J'ai tiré une chaise et je me suis assise en face d'elle. « De quoi s'agit-il » Elle a fermé le classeur et a croisé les mains. « Élise, l'entreprise est en crise. Les investisseurs se retirent. Les contrats ralentissent. Ce château de cartes peut s'effondrer à tout moment. Nous avons besoin de l'algorithme. Ton algorithme. » Le ton qu'elle a utilisé suggérait qu'elle croyait encore que la séparation entre mon travail et l'entreprise était négociable. Elle s'est penchée en avant. « Tu dois nous donner tout ce que tu as. Chaque fichier. Chaque mise à jour. Tout. Pas de préambule. Pas de courtoisie. Pas de reconnaissance des années que j'avais passées à construire quelque chose à partir de rien. C'était une exigence livrée comme si elle me demandait de passer le sel au dîner. Je suis restée silencieuse. Elle a pris cela comme une invitation à continuer. « Élise, cela sauvera l'entreprise. Pense à ce qui est en jeu.
Les employés. Les partenaires. Notre réputation. Si tu te soucies un tant soit peu de la famille, tu dois le faire. Ma poitrine s'est serrée. La corde de la culpabilité qu'elle aimait tenir au-dessus de moi avait toujours été tirée avec précision. Je ne me sentais plus obligé d'attraper l'autre bout. J'ai dit, j'ai déjà partagé plus que je n'aurais dû. L'algorithme m'appartient. Le brevet est à mon nom. Les améliorations sont les miennes. J'ai la documentation pour chaque révision. Elle a cligné des yeux, confuse. Je ne demande pas la propriété. Je demande l'accès. Mais ce n'était pas la vérité et nous le savions toutes les deux. Elle voulait le contrôle, pas l'accès. Elle voulait l'algorithme entre ses mains pour pouvoir le présenter à nouveau comme quelque chose qu'elle avait fait naître. Avant que je puisse en dire plus, la porte de la conférence s'est ouverte et maman est entrée. Elle a fermé la porte doucement derrière elle, comme pour adoucir son arrivée. Elle s'est approchée de la table et a posé une main sur l'épaule de ma sœur. Maman a dit, ta sœur est sous une pression énorme. Tu sais à quel point ton père a travaillé dur pour construire cette entreprise. Nous ne pouvons pas la laisser échouer. Les familles ne se retournent pas les unes contre les autres. Les familles ne se laissent pas tomber les unes les autres. Elle a fait une pause pour que je puisse remplir le silence de culpabilité. Élise, ne transforme pas cela en affaire juridique. Ne rends pas cela laid. Aide-nous simplement. Aide ta sœur. Aide ton père. Les familles ne se traînent pas en justice. Elle a prononcé ces mots avec une douceur qui coupait plus profondément que n'importe quel cri. C'était le même ton qu'elle avait utilisé toute mon enfance chaque fois qu'elle voulait que je me plie silencieusement. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone. Le droit français permettait à une partie d'enregistrer ses propres conversations. J'avais appris cela la nuit où Daniel m'avait dit de me protéger. J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai laissé ma sœur continuer à parler. Tu as signé un accord de non-divulgation, m'a-t-elle rappelé, comme si l'accord était une laisse qu'elle pouvait resserrer à volonté. Cela signifie que ce que tu as construit appartient à l'entreprise. Ma voix était stable. L'accord que j'ai signé protège les discussions au sein de votre entreprise. Il ne prévaut pas sur le droit fédéral de la propriété intellectuelle. Le brevet est antérieur à votre implication de plus d'une année complète. J'ai des horodatage pour chaque jalon de développement. Vous ne pouvez pas prendre ce qui n'est pas à vous. Le visage de ma sœur a rougi. Il ne s'agit pas de crédit, Élise. Il s'agit de survie. J'ai dit le non. Un seul mot. Doux. Clair. Final. Maman s'est approchée. Élise, écoute-moi. Ne détruis pas la famille. Nous t'avons élevé. Nous t'avons soutenu. Tu nous dois quelque chose. Je l'ai regardé et j'ai réalisé quelque chose qui ressemblait à une porte se fermant avec un doux clic. Il n'avait jamais voulu que je réussisse. Il voulait que je serve. Il voulait que je reste petite pour qu'il puisse rester élevé. Je me suis levé et j'ai pris mon sac. Je garde mon travail. C'est final. Ma sœur a frappé la table de sa paume juste au moment où j'atteignais la porte. Tu ne peux pas faire ça. Les investisseurs ont déjà vu le modèle préliminaire. Ils attendent des mises à jour. Ils pensent que j'ai construit les fondations. Si tu pars, tout s'effondre. J'ai dit tranquillement, peut-être que ça devrait. Puis je suis sorti. Pas rapidement. Pas avec défi. Juste avec le genre de calme qui vient quand la vérité cesse enfin de demander la permission d'exister. Les portes vitrées du bâtiment se sont refermées derrière moi avec un bruit sourd. Je suis sorti dans l'air chaud de l'été et j'ai inspiré profondément. Pendant un moment, je suis resté sur le trottoir, ne sentant rien d'autre que le bourdonnement du trafic lointain et la faible odeur d'eau de mer venant de l'intérieur des terres. Le trajet en voiture jusqu'à Gif-sur-Yvette a été silencieux. Je n'ai pas mis de musique. Je n'ai appelé personne. J'ai laissé mon esprit trier la conversation morceau par morceau, et chaque morceau s'est retrouvé exactement là où il devait être. J'en avais fini de les laisser utiliser mon silence comme un consentement. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau sonné. Le nom de papa s'est allumé sur l'écran. Je l'ai regardé un moment avant de répondre. Sa voix était plus ferme que d'habitude. Ta sœur m'a appelé. Elle a dit que tu avais fait une scène. Elle a dit que tu avais refusé d'aider.
Elle a dit que tu étais parti comme une enfant. J'ai dit, je n'ai pas fait de scène. J'ai dit la vérité. Il a soupiré bruyamment. Le genre de soupir qui portait des décennies de déception qu'il n'hésitait jamais à diriger vers moi. Élise, tu dois des excuses à ta mère et à ta sœur. Ce n'est pas ainsi qu'un membre de cette famille se comporte. Si tu veux revenir dans cette famille, tu dois corriger ce que tu as fait aujourd'hui. Appelle ta sœur. Appelle ta mère. Répare ça. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Il a attendu. Je pense qu'il s'attendait à ce que je me plie comme je l'avais toujours fait. Il s'attendait à l'ancienne version de moi, celle qui s'excusait simplement parce que l'alternative était de perdre le lien. Mais la version de moi debout dans mon appartement ce soir-là n'avait plus rien à offrir en matière d'obéissance aveugle. Papa, ai-je dit calmement, j'ai dit la vérité. Je ne m'excuserai pas pour ça. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Il est resté silencieux. Je pouvais presque l'imaginer serrant le téléphone, essayant de comprendre une fille qui ne suivait plus le scénario qu'il croyait être ma responsabilité. Après quelques secondes, il a dit, si tu continues sur cette voie, tu perdras ta famille. Tu comprends ça? J'ai regardé autour de mon petit appartement. Mes livres soigneusement empilés. Mes notes de recherche épinglées au mur. Le calme d'une vie que j'avais construite sans leurs applaudissements. J'ai compris quelque chose très clairement. J'ai dit, je l'ai déjà fait. Puis j'ai raccroché. L'appartement semblait calme après l'appel. Une quiétude qui n'était pas solitaire. Une quiétude qui ressemblait à la première respiration après être resté trop longtemps sous l'eau. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le dossier épreuve et j'ai ajouté l'enregistrement de tout à l'heure. J'ai écrit la date. J'ai écrit ce qui avait été dit. J'ai tout sauvegardé. La documentation n'effaçait pas la douleur, mais elle me donnait une structure, quelque chose de solide sur lequel me tenir. Dehors, la lumière de l'été s'était estompée. Les lampadaires se sont allumés un par un, projetant une lueur chaude le long des trottoirs. Les gens passaient en riant, tenant des cafés glacés, se déplaçant dans leur soirée avec une légèreté qui semblait à des kilomètres de la gravité émotionnelle de ma propre vie. Mais je me sentais stable. Pour la première fois depuis des années, je me sentais stable. L'ultimatum avait été donné. La réponse avait été prononcée. Il n'y avait pas de retour en arrière vers la version de moi qu'il contrôlait autrefois. Et je savais que la prochaine tempête approchait. Je pouvais la sentir dans l'air avant même qu'elle n'arrive. Elle s'est d'abord manifestée par le silence. Pas le genre paisible, mais le genre qui a du poids, le genre qui s'installe sur votre vie comme une fine couche de givre. Début décembre 2024, j'ai remarqué quelque chose de subtil, presque facile à manquer. Je n'ai pas été incluse dans le SMS de groupe concernant le dîner annuel du réveillon de Noël des Lefebvre. Ma sœur a posté des photos de guirlandes accrochées dans la maison de Versailles. Maman a partagé une photo de la salle à manger, de longues bougies blanches bordant le centre de la table. Mon père a posté une courte vidéo de l'illumination du sapin. Aucun d'eux ne m'a contacté directement. Aucune invitation. Aucune mention que j'étais attendu. Aucun rappel du code vestimentaire que maman insistait à imposer chaque année. C'était comme s'il m'avait effacé, non pas bruyamment, mais par omission. Et d'une certaine manière, cela faisait plus mal que s'ils avaient dit carrément qu'ils ne voulaient pas de moi là-bas. Le 15 décembre, j'ai reçu une carte de vœux d'une cousine éloignée. À l'intérieur, il était écrit « J'espère te voir à la maison le soir de Noël ». Mais quand j'ai répondu pour demander à quelle heure tout le monde arrivait, elle a répondu quelques heures plus tard en disant qu'elle avait supposé que j'étais invité. Elle m'a dit de vérifier auprès de ma sœur. Je savais que je ne le ferais pas. Je connaissais déjà la réponse. J'ai lu la newsletter 3 fois avant de fermer le document et de laisser échapper un long souffle. Ce n'était pas un malentendu. C'était délibéré. Une invitation qui n'existait pas. Une suppression qui se voulait propre et civilisée. Pourtant, quelque chose en moi s'était renforcé au cours des derniers mois. Le silence ne m'a pas brisé comme il l'aurait fait autrefois. Au lieu de cela, il a clarifié la vérité. Certaines portes se ferment, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que d'autres personnes ne peuvent pas tolérer ce que votre existence révèle à leur sujet. 3 jours plus tard, un message entièrement différent est arrivé dans ma boîte de réception.
Il venait d'une journaliste nommée Mégane Dubois d'un magazine économique international. Elle a dit qu'elle avait entendu des rumeurs sur mon travail, sur les recherches que j'avais menées à l'Institut Charcot, sur une nouvelle technologie médicale en voie d'approbation. Elle a dit qu'il était question d'une introduction en bourse à l'horizon et qu'elle voulait me parler pour un grand article prévu pour le 1er janvier. Mon cœur s'est emballé en lisant et relisant son email. Mon travail. Pas celui de ma sœur. Pas celui de l'entreprise de ma famille. Le mien. J'ai attendu 1 heure avant de répondre, non pas parce que j'étais incertaine, mais parce que je voulais lire ma réponse avec des mains stables. Quand j'ai finalement répondu, j'ai demandé de quelles informations elle avait besoin. Elle a dit qu'elle voulait vérifier la chronologie, confirmer les dossiers de brevet et obtenir une déclaration pour l'article. Je lui ai envoyé l'enregistrement du brevet de 2021, rédigé des explications pour chaque étape du développement et transmis toute la documentation de mes contributions. J'ai également envoyé l'enregistrement de la réunion de juin où ma sœur et ma mère m'avaient fait pression pour tout céder. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Mégane. Sa voix était calme, mais je pouvais entendre l'intérêt sous-jacent. Elle a dit que les preuves étaient claires, la chronologie impeccable, l'originalité indéniable. Elle m'a demandé si je me sentais à l'aise d'être publiquement créditée comme la créatrice et la développeuse principale de l'algorithme. Je me suis assise sur le bord de mon lit, fixant le mur comme si la bonne réponse pouvait y être écrite. J'ai dit oui. Elle m'a dit que l'article était prévu pour être publié exactement à minuit le jour de l'an. Ce timing était intentionnel. Elle a dit que les investisseurs surveilleraient les annonces au moment où l'année changerait. Les entreprises publiaient souvent des nouvelles importantes le 1er janvier à minuit pile. Cela créait un élan pour le trimestre à venir. Si j'étais d'accord, elle voulait que mon article soit parmi eux. Quand nous avons raccroché, j'ai senti quelque chose changer en moi. Un alignement lent et régulier, comme des pièces qui s'emboîtent après des années à avoir été forcées dans le mauvais schéma. L'étape suivante était la confirmation juridique. J'ai tout transmis à Daniel, y compris le fil de discussion avec la journaliste. Il a répondu dans les 30 minutes, me demandant de venir à son bureau le lendemain matin. Son bureau était calme quand je suis arrivé. Il m'a fait signe de m'asseoir et a ouvert un dossier contenant des copies imprimées de chaque document que je lui avais envoyé. Il n'a rien dit au début. Il a simplement examiné chaque page, tapotant le coin des papiers avec son doigt en lisant. Quand il a finalement parlé, sa voix était ferme. « Élise, a-t-il dit, vous avez tout à fait le droit de publier. L'accord de non-divulgation que votre famille vous a imposé ne s'applique pas à ce travail. Le travail lui est antérieur. Le brevet lui est antérieur. Le développement est bien documenté. Vous pouvez parler librement. Vous pouvez publier librement. Et aucun tribunal du pays ne vous en empêcherait. » J'ai dégluti difficilement. Même si je le savais intellectuellement, l'entendre de sa bouche, c'était comme si quelqu'un déverrouillait une porte à l'intérieur de ma poitrine. Il a dit que ma sœur paniquerait probablement une fois l'article publié. Il pourrait y avoir des accusations. Il pourrait y avoir des tentatives de manipuler le récit. Mais il m'a rassuré que la vérité avait une force au-delà de ce que la peur pouvait manipuler. Il a dit que le droit de la propriété intellectuelle existe précisément pour des situations comme celle-ci, où quelqu'un essaie de s'approprier ce qu'il n'a pas créé. Avant de quitter son bureau, je lui ai posé une dernière question. Si l'article est publié à minuit, que se passe-t-il ensuite? Il a simplement répondu, le monde s'adapte à la vérité. Mon dernier appel a été pour mon mentor à l'Institut Charcot, la docteure Hélène Roth. C'est elle qui m'avait encouragé quand je doutais de mon travail, celle qui m'avait poussé à déposer le brevet tôt, celle qui m'avait rappelé que le génie est souvent invisible dans les mauvaises pièces mais indéniable dans les bonnes. Quand elle a répondu, j'ai senti ma gorge se serrer. Je lui ai tout raconté, pas seulement la partie technique mais la partie personnelle, la partie familiale, l'effacement, l'épuisement, la loyauté douloureuse que j'avais portée pendant trop longtemps. Elle a écouté tranquillement. Quand j'ai fini, elle a dit qu'elle me soutiendrait. Elle témoignerait de l'authenticité du travail. Elle vérifierait chaque détail si on le lui demandait. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a piqué les yeux. Il est temps que les gens sachent la vérité, Élise. Tu as passé ta vie à construire quelque chose de réel. Ne laisse pas ceux qui ont refusé de le voir contrôler l'histoire. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le silence de mon appartement, laissant ces mots s'installer.
C'était la première fois que quelqu'un me parlait comme si mon travail méritait protection plutôt que sacrifice. Dans les jours précédant Noël, je suis resté occupé à finaliser les fichiers pour Megan, à vérifier les chronologies, à envoyer la documentation supplémentaire qu'elle demandait. Plus nous travaillions, plus l'article devenait clair. Elle m'a envoyé un brouillon le 23 décembre. Mes mains tremblaient en le faisant défiler. Mon nom était imprimé en haut. Mes contributions étaient détaillées. Le processus de développement expliqué. La chronologie présentée avec précision. Et intégrée partout, la vérité de ce qui s'était passé. Ce que j'avais créé. Ce qui avait été pris. Ce que j'avais refusé de céder. Le réveillon de Noël est arrivé sans un mot de ma famille. Pas même un SMS de masse. Ma sœur a posté une photo d'elle dans une robe rouge à côté de l'escalier décoré. Mon père a posté une photo de la tour de Champagne. Maman a posté une vidéo des invités arrivant. J'ai regardé chacun d'eux sans avoir l'impression de manquer quelque chose. Il y a une différence entre être exclu et être libéré. Le 29 décembre, Megan a envoyé la version finale de l'article. Elle a dit que tout était prêt. Tout ce dont elle avait besoin, c'était ma confirmation finale pour programmer la publication à minuit pile le premier jour de la nouvelle année. J'ai longuement réfléchi à ce moment. À ce qui se passerait quand l'horloge sonnerait minuit. À ce que cela signifiait de parler publiquement après avoir passé une vie à se faire dire de se taire. J'ai pensé à ma sœur présentant mon travail sans ciller. J'ai pensé à lui exigeant que je m'excuse si je voulais redevenir un membre de la famille. J'ai pensé à maman baissant les yeux sur ses mains au lieu de me défendre. Et puis j'ai cliqué sur oui. La nuit du 31 décembre, j'étais assise seule dans mon appartement, les lumières basses, la ville dehors brillant d'anticipation. Minuit approchait lentement, comme une marée qui rassemble son élan. Mon cœur battait régulièrement, ni vite, ni effrayé, juste régulièrement. Pour la première fois, j'avais l'impression que le monde s'alignait sur quelque chose que j'avais toujours su au fond de moi. J'en avais fini de me cacher. J'en avais fini d'être effacé. J'ai regardé l'horloge avancer vers la dernière minute. J'ai senti le poids de tout ce qui était derrière moi et la forme de tout ce qui était devant. L'air semblait différent, dense de possibilités. Et alors que les secondes glissaient vers le moment où l'année tournerait, j'ai inspiré et je me suis permis une pensée tranquille. La vérité arrive. J'ai chuchoté cela à moi-même alors que les dernières secondes de l'année s'écoulaient dans mon tranquille appartement de Givres-sur-Yvette. Dehors, par la fenêtre, le ciel brillait de feux d'artifice dispersés qui crépitaient au loin, leur couleur éclatant contre l'air sombre de l'hiver. À l'intérieur de la pièce, le seul son était le faible bourdonnement de mon radiateur et ma propre respiration régulière. Minuit est arrivé non pas avec fanfare, mais avec une sorte de dignité solennelle qui m'a serré la poitrine. Mon téléphone a vibré à minuit pile. C'était une alerte du système de publication du magazine confirmant que l'article était en ligne. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Mon nom. Mon travail. Mon histoire. Tout cela dans le monde, plus piégé à l'intérieur d'une maison qui refusait de me reconnaître. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de chagrin, comme si quelque chose avait été libéré et quelque chose d'autre avait été perdu pour toujours. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et je me suis versé un verre d'eau, mes mains tremblant juste assez pour que je doive stabiliser le bord contre l'évier. À minuit 1, le téléphone a de nouveau sonné. L'écran s'est allumé avec le nom de ma sœur. Je me suis figé. Pendant un moment, j'ai envisagé de ne pas répondre. Mais j'ai décroché. Sa voix tremblait. « Élise, qu'est-ce que tu as fait ? Papa ne peut plus respirer. » Maman crie. Les gens sont encore là. Tout le monde l'a vu. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fermé les yeux et je me suis appuyé contre le comptoir. J'ai dit la vérité. Elle a commencé à parler vite, trop vite, trébuchant sur ses mots. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas publier des choses privées. Les investisseurs appellent. Les gens demandent pourquoi l'entreprise a dit que c'était notre travail. Papa dit qu'il appelle la police. Il dit que tu as fait une violation de propriété plus tôt aujourd'hui. Il est furieux. Il veut ta peau. J'ai dit tranquillement, je n'ai jamais fait de violation de propriété. Tu le sais. Elle a continué comme si elle ne m'avait pas entendu. Il est hors de contrôle.
Il a dit que tu l'avais humilié. Il a dit que tu avais embarrassé la famille la plus grande nuit de l'année. Il appelle vraiment la police, Élise. Ils sont en route. Sa panique a déferlé sur la ligne, mais elle n'est pas entrée en moi. Quelque chose en moi s'était déjà ancré. J'ai mis fin à l'appel sans discuter. J'ai reposé le téléphone face contre table et je suis allé au placard de l'entrée où mon manteau était suspendu. Mon souffle s'est stabilisé alors que je glissais mes bras dans les manches. S'il voulait impliquer la police, alors la police pourrait entendre la vérité. J'ai pris le dossier épreuve dans le tiroir de mon bureau et je l'ai glissé dans mon sac. Avant de quitter l'appartement, j'ai envoyé un court message à Daniel. Papa a appelé la police. Accusation de violation de propriété. À la maison maintenant. Quelques secondes plus tard, il a répondu. J'arrive. Ne parlez à personne avant mon arrivée. Les routes étaient presque vides alors que je conduisais dans la nuit d'hiver. Les lumières de fête de la ville scintillaient le long des bords de l'autoroute. Mes pneus bourdonnaient contre la chaussée, réguliers et doux. À chaque kilomètre qui passait, mes mains se desserraient sur le volant. Au moment où j'ai atteint Versailles, la tension dans ma poitrine s'était transformée en un calme frais et concentré. Quand je me suis garé devant la maison, l'allée était encore bordée de voitures. Les lumières des fenêtres se déversaient sur la pelouse avant, éclairant des parcelles de neige. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur, élevées et frénétiques. J'ai pris une lente inspiration et je me suis dirigé vers la porte. Avant de l'atteindre, 2 voitures de police se sont garées dans l'allée derrière moi. Leurs phares ont balayé la maison, projetant des ombres nettes. Des agents sont sortis, ajustant leurs vestes contre le froid. Une autre voiture s'est garée juste après eux. Daniel est sorti, vêtu d'un manteau d'hiver sombre avec une mallette à la main. Son expression était stable et indéchiffrable. Il s'est approché de moi. « Vous êtes prête ?» J'ai hoché la tête. Nous nous sommes approchés de la porte d'entrée ensemble. Avant que nous puissions frapper, elle s'est ouverte en grand. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage rouge, le col de sa chemise défait. Derrière lui, je pouvais voir des invités entassés dans le hall, certains tenant encore des coupes de champagne, d'autres chuchotant à la hâte. C'était chaotique, presque théâtral, comme une scène de pièce où les acteurs avaient perdu le contrôle du script. Il a pointé un doigt vers moi. « Agent, c'est elle. Elle a violé ma propriété plus tôt aujourd'hui. Elle a causé des problèmes. Je veux qu'elle soit immédiatement expulsée. » L'un des agents s'est avancé. « Monsieur, nous allons parler à toutes les personnes impliquées. Veuillez reculer. » Mais il ne voulait pas. Je suis le propriétaire de cette propriété. J'ai tout à fait le droit de la faire arrêter. Elle n'a aucune permission d'être ici. Elle a violé les limites personnelles et privées et elle interfère avec les affaires familiales. Daniel a parlé calmement. Agent, Monsieur Lefebvre a tort. Légalement et factuellement. Ma cliente n'a commis aucune violation. Mais plus important encore, Monsieur Lefebvre n'a aucun droit de propriété sur cette maison. Il n'a aucune qualité pour porter une accusation de violation de propriété. Mon père l'a regardé, confus, avant de devenir plus rouge encore. De quoi parlez-vous? C'est ma maison. J'y vis depuis 30 ans. Vous n'allez pas entrer ici et me dire que je n'ai aucun droit sur ma propre maison. Daniel a ouvert sa mallette et en a sorti une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des registres de propriété imprimés, des titres de propriété et une déclaration notariée. Il les a tendus à l'agent. Agent, cette maison est la propriété légale de la mère de Madame Lefebvre depuis 2016. La grand-mère de ma cliente. Elle l'a achetée au comptant et en a conservé la propriété exclusive. Monsieur Lefebvre n'est mentionné nulle part sur l'acte de propriété ou les registres hypothécaires. Il ne peut expulser personne et il ne peut pas porter plainte pour violation de propriété. Il n'a aucune autorité légale sur les lieux malgré le fait qu'il y vive. L'agent a parcouru les documents lentement. Son visage s'est crispé. Il a regardé vers les invités qui avaient commencé à murmurer. Sa voix est devenue tremblante. C'est impossible. Cette maison était à moi. Je l'ai payée. La voix de Daniel est restée égale. Les invités se sont penchés plus près. Ma sœur est apparue derrière lui, pâle et les yeux écarquillés. Maman se tenait à quelques pas, serrant fermement une serviette, ses épaules tremblantes.
Personne n'a parlé. Le silence s'est lourdement installé dans le hall. Mon père a bafouillé, essayant de reprendre le contrôle. C'est ma maison. C'est moi qui commande ici. Et elle ne peut pas entrer chez moi et m'humilier. Daniel a dit respectueusement, Monsieur, ce n'est pas votre maison. Et toute humiliation qui se produit est le résultat de votre propre mauvaise compréhension de la loi. Mon père a eu l'air d'avoir été giflé. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée, puis s'est rouverte sans un son. L'agent a rendu les papiers. Monsieur Lefebvre, vous ne pouvez pas déposer une plainte pour violation de propriété sur un bien que vous ne possédez pas légalement. Nous ne pouvons pas donner suite à votre demande. Mon père a reculé, sa respiration saccadée. Sa cravate pendait de travers. Ses joues étaient marbrées. Je ne l'avais jamais vu paraître si petit dans sa propre entrée. L'un des agents s'est tourné vers Daniel. Vous avez mentionné une deuxième affaire concernant votre présence. Daniel a hoché la tête et a retiré une deuxième enveloppe de sa mallette. Oui, agent. En plus de répondre à l'accusation infondée, nous sommes ici pour signifier une action civile pour vol de propriété intellectuelle. Ma cliente poursuit Madame Caroline Lefebvre pour détournement de recherche propriétaire, y compris des tentatives de présenter du matériel breveté comme étant le sien dans des contextes d'entreprise. Le souffle coupé de la pièce a été instantané. Ma sœur s'est figée. Sa bouche s'est entr'ouverte, son visage se vidant de sa couleur alors que l'agent s'avançait vers elle. Elle m'a regardé avec un mélange de peur et d'incrédulité. Élise, tu ne ferais pas ça. Tu ne peux pas. Nous sommes une famille. J'ai senti les mots s'installer dans l'air, lourds d'ironie. Daniel a tendu les documents à l'agent, puis a répété pour plus de clarté. Ma cliente engage des poursuites civiles. Ces papiers notifient formellement Madame Lefebvre d'un litige en cours. Cela inclut des preuves d'enregistrement, d'horodatage, de dépôt de brevets et de ses tentatives documentées de revendiquer la propriété de la technologie en question. L'agent s'est approché de ma sœur et a prononcé son nom. Elle a reculé d'un petit pas, mais il n'y avait nulle part où aller. Les gens se sont écartés autour d'elle, leurs yeux fixés sur la scène qui se déroulait. L'agent a placé doucement les papiers dans ses mains. Elle les a regardés comme s'il la brûlait. Mon père s'est jeté en avant. Vous ne pouvez pas signifier des papiers chez moi. Vous ne pouvez pas faire ça devant mes invités. C'est inacceptable. Daniel l'a regardé avec une précision calme. Légalement parlant, monsieur, ce n'est pas votre maison. Et oui, nous le pouvons. Mon père a fait un bruit d'étouffement, comme s'il avait avalé quelque chose de dur. Il s'est tourné vers maman, sa voix se brisant. Tu savais ça? Tu savais que ta mère possédait toujours cette maison. Mais la question est sortie faible, presque enfantine. Les lèvres de maman se sont entr'ouvertes mais aucun mot n'est sorti. Ma sœur serrait les papiers avec des doigts tremblants. Elle me fixait comme si elle me voyait clairement pour la première fois de sa vie. Sa voix n'était qu'un murmure. Tu l'as vraiment fait. J'ai dit, je t'ai donné 3 ans pour faire ce qu'il fallait. Tu as choisi de ne pas le faire. Le hall était de nouveau silencieux. Complètement silencieux. Même les invités qui chuchotaient quelques instants plus tôt ont cessé de respirer de manière audible. Le seul son dans toute la maison était le faible tic-tac de l'horloge ancienne dans le couloir. Il se tenait figé. Ma sœur avait l'air anéantie. Maman a couvert sa bouche avec sa main. L'un des agents s'est raclé la gorge. Nous considérons cette affaire résolue sur le plan pénal. Il n'y a pas de violation de propriété. Aucune raison de l'expulser. Nous déposerons notre rapport en conséquence. Daniel a hoché la tête. Merci, agent. Ses genoux ont fléchi et il s'est agrippé au bord de la table d'entrée comme si la pièce avait basculé sous ses pieds. La confiance qu'il portait toujours comme un bouclier s'était complètement évaporée. Tout ce qu'il avait crié plus tôt pesait maintenant lourdement dans l'air, exposé et embarrassant. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé. Le silence était si épais qu'il semblait avoir sa propre gravité. Et debout au milieu de ce silence, j'ai réalisé quelque chose. La vérité n'a pas besoin de crier pour changer une pièce. Parfois, il suffit de la dire une seule fois. Les agents sont partis les premiers, retournant dans la nuit froide. Daniel a commencé à ranger ses documents. Je suis resté immobile un instant de plus, observant les visages autour de moi, les expressions passant du jugement à la confusion,
puis à quelque chose de plus proche de l'incrédulité. Et puis la maison est tombée dans un silence complet. Un silence si dense qu'on aurait dit que l'air lui-même retenait son souffle. Je leur ai tourné le dos et je suis sorti dans la nuit, laissant la porte se refermer doucement derrière moi. L'air froid de la nuit m'a suivi jusqu'à ma voiture, se glissant sous mon manteau et se posant contre ma peau comme une seconde vérité silencieuse. Je n'ai pas regardé la maison. Je n'en avais pas besoin. Le silence à l'intérieur avait déjà tout dit. J'ai ouvert la portière de ma voiture, je me suis assise et j'ai laissé mes mains reposer sur le volant sans démarrer le moteur. Mon souffle a embué le pare-brise. Quelque part dans la rue, des feux d'artifice continuaient d'éclater. C'était étrange de penser que le reste du monde accueillait une nouvelle année alors que la mienne s'était déjà fracturée des heures avant minuit. J'ai conduit jusqu'à Gif-sur-Yvette avec le chauffage qui ronronnait doucement. Mon téléphone a vibré quelques fois, mais je ne l'ai pas vérifié. J'avais besoin que le monde arrête de me demander des choses, ne serait-ce que pour une nuit. Quand je suis finalement entré dans mon appartement, le radiateur s'est mis en marche, réchauffant la pièce d'un grondement bas et familier. J'ai accroché mon manteau au dos de la chaise, j'ai éteint toutes les lumières sauf une lampe, et je me suis assise sur le bord du lit. L'épuisement m'a frappé par une lente vague. Je me suis allongé sans me changer et j'ai fermé les yeux. Je me suis réveillé avec la lumière du jour qui se déversait à travers les stores. Mon téléphone vibrait encore et encore. L'horloge indiquait 9h30 du matin. Pendant un instant, je ne me suis pas souvenu quel jour on était. Puis tout est revenu en un éclair vif. Le jour de l'an. L'article. Le procès. La police à la maison. Mon père criant. Ma sœur tenant les papiers juridiques avec des mains tremblantes. Ma poitrine s'est serrée. J'ai attrapé le téléphone. Les notifications remplissaient l'écran. Appel manqué. Email. Un message de Daniel me demandant d'appeler quand je serais prête. Un message du docteur Alvarez disant qu'il avait lu l'article et que toute son équipe à l'Institut était fière de moi. Et des dizaines d'alertes de médias republiant ou discutant de l'article. Je me suis assise lentement. C'était en train de se produire. La vérité était là et elle n'allait pas retourner dans sa boîte. Vers 10h30, j'ai reçu mon premier appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. C'est Linda de France Bleu Paris. Nous couvrons l'histoire en développement sur la famille Lefebvre et le litige sur la propriété intellectuelle. Souhaitez-vous faire un commentaire? J'ai dit non merci et j'ai raccroché. Les appels ont continué à affluer. Des journalistes. Des analystes. Des gens de sociétés de biotechnologie. Même quelqu'un d'une émission de télévision. Je les ai tous ignorés. Je n'étais pas prête à laisser le monde faire partie de cela. Pas encore. Vers midi, ma sœur a tenu une conférence de presse. Je ne l'ai pas regardée en direct, mais quelqu'un m'a envoyé un clip 1 heure plus tard. Je l'ai d'abord regardée en muet, puis avec le son. Elle se tenait derrière un podium avec le logo de l'entreprise derrière elle. Elle avait l'air fatiguée. Ses yeux étaient gonflés comme si elle n'avait pas dormi du tout. Elle a commencé avec un souffle tremblant. La situation a été montée en épingle. Ma sœur et moi avons travaillé en étroite collaboration pendant des années. Nous nous sommes soutenus mutuellement. Tout malentendu sur les contributions intellectuelles est une question de communication interne. Notre famille a toujours valorisé la collaboration. Un journaliste a immédiatement levé la main. Madame Lefebvre, avez-vous, oui ou non, présenté le travail breveté de votre sœur comme étant le vôtre à votre conseil d'administration et à vos investisseurs lors de multiples réunions internes? Elle a cligné des yeux, dégluti et a tenté un sourire. Les détails de cette chronologie sont plus complexes que ce que le public comprend. Un autre journaliste a interrompu. Le brevet a été déposé début 2019 au nom de votre sœur. Pourtant, votre première présentation revendiquant la même méthodologie a eu lieu fin 2020. Comment expliquez-vous cette divergence? Ma sœur s'est de nouveau agitée. Sa voix s'est légèrement cassée. Comme je l'ai dit, la chronologie est complexe. Nous clarifions tous les détails avec nos conseillers juridiques. Un troisième journaliste s'est avancé. Madame Lefebvre, il existe un enregistrement audio dans lequel vous avez dit à votre sœur que tout ce qu'elle avait fait appartenait à l'entreprise et qu'elle n'avait aucun droit de détenir une propriété intellectuelle de manière indépendante. Niez-vous l'authenticité de cet enregistrement?
S. Et joues était dépourvu de couleur. Je pouvais presque l'entendre penser. L'équipe examine toutes les preuves. La pièce s'est remplie de murmures. Un autre journaliste a dit doucement, « Madame Lefebvre, étiez-vous au courant que la maison où l'incident de la nuit dernière a eu lieu est la propriété de votre grand-mère, et non de votre père ?» Ma sœur s'est raidie. « Je ne peux pas commenter les affaires personnelles. » Quelqu'un a ajouté, « Madame Lefebvre, quelle est votre réponse aux allégations selon lesquelles vous avez trompé les investisseurs sur les origines de la technologie ?» Elle a fermé les yeux un instant, puis a brusquement mis fin à la conférence. Le clip s'est arrêté là. J'ai laissé le téléphone tomber sur le coussin du canapé. J'ai ressenti une étrange douleur dans ma poitrine, ni satisfaction, ni victoire, mais quelque chose de plus compliqué. Pendant si longtemps, le monde avait cru qu'elle était la talentueuse, la brillante, l'héritière naturelle de l'héritage de notre famille. J'avais passé des années à me faire toute petite pour rentrer dans l'espace qu'il me laissait. Maintenant, le monde lui posait des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Ce n'était pas de la vengeance, pas exactement. C'était simplement la vérité qui la rattrapait. Cet après-midi-là, le conseil d'administration du groupe Lefebvre a annoncé une suspension temporaire du rôle de direction de ma sœur en attendant une enquête interne. Les actions ont chuté. Un contrat hospitalier majeur d'une valeur de 15 millions d'euros a été gelé. Un article d'une revue médicale a fait surface, remettant en question l'exactitude des affirmations antérieures de l'entreprise. Le soir, j'ai reçu un email d'un employé que j'avais rencontré des années plus tôt. Il a dit qu'il avait peur pour l'avenir de l'entreprise parce que les gens dépendaient de ses emplois pour subvenir aux besoins de leur famille. Son message se terminait par « S'il vous plaît, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire, s'il vous plaît, aidez-nous ». Je suis resté avec ça pendant un long moment. Je ne voulais pas que quiconque perde son gagne-pain à cause des choix de ma famille. Mais la vérité avait des conséquences. Les conséquences ne discutent pas. Elles ne négocient pas. Elles arrivent quand elles sont prêtes. Le lendemain matin, je suis allé au café près de mon appartement. L'air sentait la neige même si aucune n'était tombée. Les rues étaient plus calmes que d'habitude. J'ai commandé un café au lait et j'ai attendu près de la fenêtre. Après quelques minutes, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un appel de ma mère. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Sa voix était faible. « Élise, pouvons-nous parler ?» J'ai dit oui, et elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer dans un endroit neutre. Nous avons choisi un petit café près de Paris qu'elle aimait autrefois. Quand je suis arrivé, elle était déjà assise à une table d'angle. Elle semblait plus petite, comme si sa silhouette s'était recroquevillée pendant la nuit. Elle remuait son thé sans lever les yeux. « Merci d'être venue », a-t-elle dit doucement. Je me suis assise en face d'elle. Elle a continué à remuer le thé même s'il n'en avait plus besoin. Ses yeux se sont enfin levés pour rencontrer les miens. Tout s'effondre. Ta sœur est dévastée. Ton père est furieux. Le conseil d'administration demande des explications. Les gens que nous connaissons posent des questions. Cela fait du mal à notre famille. J'ai attendu qu'elle finisse. Elle a pris une inspiration. Nous devons prendre les devants. Si tu pouvais publier une déclaration disant que l'article a exagéré les choses ou que le procès était un malentendu, cela calmerait tout. Tu obtiendrais toujours la reconnaissance pour ce que tu as fait. Et la famille ne serait pas détruite par cela. Je l'ai observé attentivement. Pendant un moment, j'ai presque eu l'impression d'être à nouveau une enfant, attendant qu'elle me choisisse, qu'elle me défende, qu'elle me voie. Mais ce moment est passé. J'ai dit, je ne mentirai pas pour vous. Elle a visiblement tressailli. Élise, s'il te plaît. C'est ta famille. Nous avons tout construit sur notre réputation. Si tu continues à insister, nous ne nous en remettrons jamais. J'ai posé mes mains sur la table. Maman, j'ai dit la vérité. C'est tout. Si votre réputation ne peut pas survivre à la vérité, alors elle n'a jamais été réelle. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ressembles tellement à ta grand-mère. J'ai failli sourire à cela, mais pas méchamment. Mamie avait toujours cru qu'il fallait tenir bon, même si cela lui coûtait tout. Peut-être avais-je hérité de cela. Ma mère a baissé la voix. Ta sœur envisage de présenter des excuses publiques. Elle est dévastée. Elle se sent trahie.
Les mots ont résonné entre nous. Trahi par quoi? Par le fait que ses actions ont enfin des conséquences? Par le fait qu'elle ne peut pas prendre mon travail et être encore louée pour cela? Ou par le fait que j'ai finalement refusé de me taire? Ma mère a fermé les yeux. Tu ne comprends pas à quel point c'est dur pour elle. Je me suis adossé à ma chaise. Peut-être que tu ne comprends pas à quel point les 10 dernières années ont été dures pour moi. Elle m'a regardé alors, vraiment regardé, comme si elle voyait la forme de ma douleur pour la première fois. Mais la reconnaissance n'est pas restée longtemps. Elle ne le faisait jamais. Elle a tendu la main sur la table et a touché la mienne. S'il te plaît, aide-nous à arranger ça. Nous ne pouvons pas survivre à l'humiliation. J'ai doucement retiré ma main. L'humiliation n'est pas fatale. Me perdre l'était. Je ne renoncerai plus à cela. Elle a pris une inspiration tremblante et a hoché la tête, comme si elle comprenait quelque chose qu'elle aurait souhaité ne pas avoir entendu. Elle s'est levée sans finir son thé. Avant de partir, elle a dit doucement, « Tu choisis l'orgueil plutôt que la famille. » J'ai répondu, « Non. Je choisis la vérité plutôt que le silence. » Elle a quitté le café. Pendant le reste de la semaine, les retombées ont continué. D'autres journalistes ont creusé l'histoire. Des analystes se sont demandé depuis combien de temps l'entreprise s'appuyait sur des recherches mal attribuées. D'anciens élèves de l'Institut ont posté des félicitations pour la reconnaissance de mon brevet. Des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé des messages de soutien. Le 5 janvier, le conseil d'administration a fait une annonce. La suspension de ma sœur a été prolongée. L'examen interne se poursuivrait pendant plusieurs semaines. Les actions ont de nouveau chuté. Une organisation médicale a annoncé qu'elle reconsidérait ses futures collaborations. Un présentateur de nouvelles populaires a rapporté que les investisseurs exigeaient des comptes. Ce soir-là, ma sœur a appelé. Sa voix était plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Elle a dit qu'elle avait besoin de parler en personne. Il y avait quelque chose qu'elle voulait me dire. Quelque chose qu'elle devait décider. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Après avoir raccroché, je suis allé à la fenêtre de mon appartement. Les lumières de la ville scintillaient comme des pensées agitées. L'air extérieur était froid, mais à l'intérieur de la pièce, je sentais un étrange apaisement. Pour la première fois de ma vie, ma famille ne décidait pas du récit. Le monde ne me voyait plus à travers leur prisme. Il me voyait tel que j'étais. Et la vérité, une fois dite, faisait exactement ce que la vérité fait. Elle bougeait. Elle travaillait. Elle remodelait tout sur son passage. Je savais que l'histoire n'était pas terminée. Ma sœur n'en avait pas fini. Ma famille n'en avait pas fini. Il y aurait d'autres conversations, d'autres retombées, d'autres décisions à prendre. Mais pour la première fois, je me sentais stable. Même pleine d'espoir. Je suis resté près de la fenêtre cette nuit-là, regardant les lumières de Paris scintiller contre le ciel d'hiver, me demandant combien d'années j'avais passé à essayer d'appartenir à des gens qui ne se sont jamais demandé s'ils m'appartenaient. La pensée était silencieuse mais aiguë, comme un fil qui se libère. Je l'ai laissé s'installer. Pour la première fois de ma vie, le monde semblait plus grand que les murs que ma famille avait construits autour de moi. Le lendemain matin a apporté une sorte de quiétude que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis réveillé sans appréhension. J'ai fait du café sans me presser. La ville dehors était lente et douce sous une couche de lumière pâle. Quand j'ai vérifié mon téléphone, j'ai vu un message vocal de ma sœur. Sa voix semblait usée, presque fragile. Elle a dit qu'elle voulait qu'on se rencontre. Elle a dit qu'elle avait besoin de parler en personne. Elle a dit qu'elle voulait s'excuser. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai marché dans mon appartement avec le message résonnant dans mon esprit. 1 an plus tôt, j'aurais sauté sur l'occasion. 1 an plus tôt, j'aurais porté l'espoir comme un fardeau, croyant que si je me comportais parfaitement, si j'expliquais soigneusement, si je m'adoucissais assez, peut-être qu'il me verrait. Peut-être qu'il me choisirait. Mais les choses sont différentes maintenant. La vérité était entrée dans la pièce et refusait de partir. Et une fois que la vérité respire, rien ne redevient comme avant. Nous nous sommes finalement rencontrés dans un petit parc près de la Seine, celui avec les longs bancs qui font face à l'eau. Ma sœur attendait près de la balustrade. Elle portait un long manteau et son souffle embuait l'air par courtes bouffées.
Quand elle s'est tournée vers moi, elle ne ressemblait en rien à la femme qui avait applaudi quand mon père m'avait mise à la porte. Ses yeux étaient rouges et fatigués. Pour une fois, il n'y avait pas de public, pas de posture, pas de performance. Elle a dit merci d'être venue, et sa voix s'est cassée sur le premier mot. Je me suis assise sur le banc. Elle s'est assise à côté de moi, laissant une distance polie. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Puis les mots ont jailli. J'ai tout lu. Les dossiers de brevets. Les emails. Les horodatages. Les enregistrements. Je ne voulais pas y croire. Je n'arrêtais pas de penser qu'il devait y avoir une autre explication, quelque chose qui me ferait paraître moins comme la méchante dans la vie de ma propre sœur. Mais il n'y en a pas. C'est moi qui t'ai fait ça. Je t'ai volé. Je t'ai effacé. Et je me suis laissé croire que c'était bien parce que nous partageons un nom de famille. Ses mains tremblaient alors qu'elle les frottait l'une contre l'autre pour se réchauffer. Tu as toujours été doué pour les choses avec lesquelles je luttais. Tu voyais des connexions que personne d'autre ne voyait. Tu créais des choses qui faisaient réfléchir les gens. J'étais jalouse. Je pensais que si je pouvais prendre ce que tu avais fait et l'envelopper dans mon sourire, les gens me verraient comme ils te voyaient. Je suis désolé, Élise. Je suis tellement désolé. L'excuse est restée en suspens dans l'air, froide et fragile. J'ai écouté tranquillement. Elle a attendu. Finalement, j'ai dit, j'apprécie tes excuses. Vraiment. Mais des excuses n'effacent pas les années, ni les choix, ni les dommages. Elles ne font que les reconnaître. Elle a hoché la tête. Je sais. Je n'attends rien. J'avais juste besoin de le dire. Nous sommes restés assises là un moment, deux femmes au bord d'une rivière, essayant de comprendre la forme d'une blessure. Finalement, elle m'a dit qu'elle prévoyait de démissionner complètement. Elle a dit que le conseil d'administration préparait une déclaration. Elle a dit qu'elle ferait la sienne. Elle voulait assumer ses choix publiquement, non pas parce que le monde l'exigeait, mais parce qu'elle ne pouvait pas vivre avec elle-même autrement. Quand elle s'est levée pour partir, elle a fait une pause. Tu méritais mieux que nous. J'espère que la vie te donnera autant d'espace que tu lui en donnes. Je l'ai regardé s'éloigner. Je n'ai pas ressenti de triomphe ni de satisfaction. Ce que j'ai ressenti, c'est une douce douleur, le genre qu'on ressent quand quelque chose se brise enfin et commence à guérir. Les mois qui ont suivi ont passé rapidement. En février, mon travail avait attiré l'attention d'un hôpital de recherche à Lyon. Il voulait collaborer sur un programme de diagnostic utilisant des modèles de détection précoce. Les réunions étaient longues mais énergisantes. Pour la première fois, j'avais l'impression que les gens me parlaient à moi, pas autour de moi, pas à travers moi, mais directement à moi. Ils me voyaient. Pas qui j'étais censé être pour ma famille, mais qui j'étais réellement. Au printemps, j'ai lancé ma propre entreprise dans un loft rénové à Paris. J'ai embauché des chercheurs de différents coins du domaine, des gens curieux, humbles et désireux de construire quelque chose d'honnête. Nous tenions nos réunions d'équipe dans une pièce ensoleillée avec une longue table en bois et des tasses qui n'étaient jamais assorties. Certains jours, nous échouions. Certains jours, nous tombions sur des percées qui nous faisaient crier à travers la pièce. C'était désordonné et humain et exactement ce qu'il fallait. Mon père a essayé d'appeler une fois en avril. Le message vocal était court. Il a dit qu'il voulait discuter des malentendus. Il a dit que la famille avait besoin de guérir. Il a dit que les réputations pouvaient être reconstruites si je coopérais. Je n'ai jamais rappelé. Ma mère a tendu la main plus doucement. Elle envoyait des emails au lieu d'exigences. Elle demandait comment j'allais. Elle demandait si elle pouvait venir me voir. Je n'ai pas dit non, mais je n'ai pas dit oui. Au lieu de cela, j'ai dit, nous pouvons parler. Mais seulement si nous parlons honnêtement. Pas de gestion d'image. Pas de faux semblants. Elle a accepté. Et pour la première fois de ma vie, nous avons eu une conversation qui ne tournait pas autour de mon silence. Elle n'a pas défendu ce qui s'était passé. Elle ne l'a pas minimisé. Elle a simplement dit qu'elle était désolée de ne pas m'avoir mieux protégé quand j'étais jeune et qu'elle avait eu si peur des conflits pendant si longtemps qu'elle n'avait pas réalisé que son silence était devenu sa propre forme de violence. Les mots étaient imparfaits mais réels. Je lui ai pardonné. Pas dans un moment dramatique, pas en un seul souffle, mais lentement, au cours de nombreuses conversations.
Le pardon a pris forme comme une nouvelle langue que j'apprenais, une que je n'avais pas appris à parler en grandissant. Cela ne signifiait pas retourner dans le passé. Cela signifiait le reconnaître sans le laisser me retenir plus longtemps. L'été, mon entreprise a signé son premier contrat majeur avec un centre médical à Lille. L'accord valait plusieurs millions d'euros et étendrait l'accès au diagnostic précoce pour des milliers de patients. J'ai célébré avec mon équipe en commandant des plats à emporter et en mangeant par terre parce que nous n'avions pas encore acheté assez de chaises. Nous avons ri jusqu'à en avoir mal au ventre. À l'automne, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence sur les femmes dans l'estime. La salle était remplie de jeunes chercheuses, de scientifiques plus âgés, de femmes qui avaient été réduites au silence, négligées, sous-estimées. Je leur ai raconté mon histoire. Pas la version scandale, pas la version des gros titres, mais la version humaine. Celle où une fille a appris à se faire petite pour survivre, puis a appris à ne plus se faire petite pour vivre. Quand j'ai fini, la salle était silencieuse. Puis ils se sont levés et ont applaudi si longtemps que j'ai dû retenir mes larmes. Décembre est arrivé plus vite que prévu. La neige a saupoudré les trottoirs. Mon bureau était chaud avec des radiateurs qui bourdonnaient et des collations de fête. Mon équipe a terminé notre dernier projet de l'année et a échangé de petits cadeaux, principalement des blagues internes écrites sur des post-it. La vie semblait pleine d'une manière que je n'avais jamais connue. Pleine de gens qui me voyaient sans avoir besoin que je sois plus petite. Pleine de travail qui reflétait mon esprit au lieu du besoin de quelqu'un d'autre de le posséder. Pleine de souffle. Pleine de possibilités. Le matin du 31 décembre 2025, je me suis réveillé dans une douce nappe de soleil. J'ai fait du café, je me suis enveloppé dans un pull et je suis allé au bureau même si le bâtiment était officiellement fermé. J'aimais y être quand c'était calme. Les grandes fenêtres donnaient sur la ville. Les lumières scintillaient sur la rivière. C'était paisible. Ce soir-là, j'ai organisé une petite réunion dans mon appartement. Pas une fête, juste un groupe de personnes qui étaient devenus mes proches. Mon équipe. Quelques amis de l'institut. Même ma mère, qui est arrivée tôt et a aidé à couper des fruits dans la cuisine. Nous avons parlé de travail, de livres et de la joie étrange de trouver une communauté plus tard dans la vie. Nous nous sommes assis par terre avec des assiettes sur nos genoux. Cela ne ressemblait en rien au fait que ma famille organisait, celle où tout le monde souriait mais personne ne respirait. C'était différent. C'était vivant. Un peu avant minuit, je suis sorti sur le balcon pour un moment seul. Le ciel au-dessus de Paris était sombre et doux. Le son des rires venait de l'intérieur. Je tenais une coupe de champagne et j'ai laissé l'air froid s'installer autour de moi. Un an plus tôt, je me tenais devant la maison de mes parents avec rien d'autre que mon manteau et ma dignité. Un an plus tôt, j'avais été mise à la porte et effacée. Maintenant, je me tenais dans une vie que j'avais construite moi-même. Mon téléphone a vibré. Un message de ma sœur. Bonne année. Je vais mieux. J'espère que toi aussi. Merci d'avoir été honnête quand je n'étais pas assez courageuse pour l'être. J. ai répondu un simple bonne année et j'ai rangé le téléphone. À l'intérieur, quelqu'un a commencé le compte à rebours à partir de 10. Je suis rentré et j'ai rejoint le cercle. Les voix se sont élevées. Les rires se sont mêlés à l'espoir. Quand la pièce a éclaté à minuit, j'ai senti quelque chose s'ouvrir en moi. Une chaleur douce et constante. Ne pas appartenir avait autrefois ressemblé à une blessure. Maintenant, cela ressemblait à un début. Quand le bruit s'est calmé, j'ai levé légèrement mon verre et j'ai dit doucement, plus pour moi que pour quiconque, j'existe. Pleinement. Finalement.